Hello YouTube, nouvelle vidéo ce soir, enfin ce soir. Nouvelle vidéo pour moi ce soir, c'est un bilan lecture. Voilà, ça fait un peu plus de 15 jours depuis le dernier bilan lecture, donc c'est toujours à peu près dans ces eaux-là que j'en fais un nouveau. Et alors celui-là, il sera particulièrement, ok, il sera particulièrement éclectique, je dois vous dire, parce que bah, y a de tout. Il y a de tout. Il y a du mauvais, il y a de l'excellent, il y a du moyen, il y a du bon, il y a de tout. Et il y a même un abandon. Vraiment, c'est le bilan, je pense que c'est un des bilans les plus éclectiques que j'ai pu faire. Avec pas moins de 12 livres, enfin 13 si on compte l'abandon. Voilà, donc comme d'hab, je suis en live avec les copains et les copines. Et voilà, bon, on est en petit comité ce soir, mais bon, c'est pas grave, je vais faire mon bilan tranquillement. Ça servira aussi pour le replay YouTube. Donc, eh ben, je vous propose d'attaquer, parce que voilà, j'attaque tôt ce soir, parce que j'ai pas mal de choses à dire en plus sur les livres. Et il y en a beaucoup, donc ça risque d'être long. J'attaque avec mon abandon, parce que toujours comme d'habitude, hein, de la moins bonne lecture à la meilleure lecture. Même si, en vrai, l'abandon, je pense pas que c'était un mauvais livre, hein, loin de là, mais c'est juste moi, avec moi, ça l'a pas fait du tout. Donc, il s'agit de Last Call d'Elon Green, chez Sonatine. Alors, malheureusement, c'est un service presse, ce qui est un peu pénible, parce que, voilà, techniquement, on est plus ou moins obligé de les lire, mais bon, après, c'est un service presse NetGalley, donc ils sont un peu moins exigeants sur NetGalley. Je l'aurais reçu, honnêtement, je l'aurais reçu en papier, je l'aurais lu. Je l'aurais lu en entier. C'est abusé quand même de recevoir un livre en cadeau, entre guillemets, et de ne pas faire la critique. C'est voilà, l'échange de bons procédés. Mais un livre en numérique, je pense qu'ils s'en foutent un petit peu. Donc, et en fait, pourquoi ça l'a pas fait? Donc déjà, histoire. On est dans les années... Putain, je ne veux même pas me souvenir parce que... Je ne veux même pas me souvenir. On est dans les années 80 ou 90. 90, je crois. Et en fait, on va retrouver le cadavre d'un homme. Alors, on est aux États-Unis. Je me demandais pas où. Je me souviens plus. On va retrouver le cadavre d'un homme et on va vite se rendre compte donc qu'il faisait partie de la communauté gay. Et en fait, a priori, bon, moi, je suis pas allée très très loin, mais a priori, il va y en avoir d'autres. Hein, voilà, meurtre en série, c'est un peu le principe. Et donc, à chaque fois, ça va être des hommes gays qui vont être visés. Donc, moi, ça avait tout pour me plaire, hein, entre guillemets, parce que bon, voilà, ça m'intéresse de voir un peu ce qu'il y a derrière ces meurtres visiblement homophobes. Mais le problème, franchement, j'ai vraiment eu trop de mal. Je me suis dit, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, si tu te forces, tu vas avoir une panne de lecture. Vraiment, hein, je me suis vraiment dit ça. Parce que c'était beaucoup trop lourd, en fait, la façon dont c'était écrit. Il y avait énormément de détails, trop de détails. Je veux dire, la vie de la victime, en fait, il te raconte carrément la biographie complète de la victime. Mais genre vraiment, toi t'es là, mais ok, mais je m'en fiche de ce qu'il a mangé au petit déjeuner en 1988, en fait. Enfin voilà, c'est vraiment ça, quoi. C'était très long. Et ensuite, en fait, voilà, c'est vraiment, ça décrit tout, le bar, à quoi il ressemblait, machin, enfin, ça décrit tout, c'était lourd, j'étais là, mais est-ce qu'on peut rentrer dans le vif du sujet à un moment? Je vous dis, j'ai lu quelques chapitres, je ne suis pas sortie de juste la description de la victime et de l'environnement de la victime, en fait, c'est tout. Et moi, je suis là, mais oui, mais bon, s'il vous plaît, passons à autre chose, avançons là, parce que ça me saoule. Et du coup, au bout d'un moment, voilà, en plus, bon, c'est écrit de façon très formelle. Pas, voilà, c'est pas... En fait, voilà, il y a deux types de true crime. C'est vraiment, il y a deux types, pour moi, il y a deux types de true crime. Et il y en a un que j'aime et un que j'aime pas. Donc celui que j'aime, c'est quand... Alors, dans tous les cas, il faut que ce soit factuel, on est d'accord, c'est un true crime, hein, évidemment. Mais celui que j'aime, c'est quand il y a un propos derrière et qu'il y a surtout une certaine quand même émotion. Enfin, je veux dire qu'on est en empathie avec les victimes, la famille des victimes, etc. Vous voyez qu'il y a quand même quelque chose derrière, quoi.
Et il y a le true crime qui est hyper factuel, comme ça a été, comme ça a été le cas pour Les Lumières de l'Aube de Jacques Miller, où vraiment ça te décortique le machin, froidement, en fait. Mais moi, ça m'intéresse pas ça, je m'en fous. Si je voulais lire des trucs comme ça, j'irais voir des articles sur Wikipédia, en fait. Parce que t'as des articles ou sur Wikipédia ou ailleurs, t'as des articles qui racontent l'affaire, voilà. C'est bon, je m'en fous. Moi, si je lis un roman, c'est pour qu'il y ait quand même quelque chose derrière, en fait, qui ait une certaine, oui, une certaine émotion, une certaine, un peu une explication aussi, pourquoi pas, ou même des hypothèses, ou voilà, mais que ce soit fait de façon, avec une certaine empathie et tout. Là, franchement, salut, Miss Shaw. Ah, il est dans ta palle. Ah, bon, après, voilà, moi, c'est parce que moi, j'aime pas ça. Je sais qu'il y a des gens, ça les gêne pas, voire ils aiment ça, ils aiment ce genre de décortiquage, je veux dire. Donc, voilà, je suis pas, voilà, vraiment, c'est pas pour dire ne le lisez pas, pas du tout. Je pense, en plus, je suis persuadée que c'est un truc assez nécessaire et tout. Mais honnêtement, limite, je veux en savoir plus sur l'affaire, là, je vais aller voir des articles dessus, je crois, parce que, c'est- voilà, c'est vraiment ça. Et je me dis, ah, c'est vrai, d'accord, ok. Et je me dis que voilà, j'avais vraiment peur, en fait, j'avais vraiment peur de me causer une panne de lecture. Parce que là, en plus, je sortais, du gros coup de cœur qui était Sambre, et l'affaire Rambla qui était quand même un excellent livre aussi, un excellent true crime. Donc déjà j'étais en plein dans les true crime, ça faisait beaucoup de true crime. Et après, passer à ça, d'un coup, là, ça te refroidit. Ça te refroidit, clairement. Donc, je me suis dit, bon, tant pis, j'arrête parce que ça va me causer une panne de lecture. Donc voilà, pour celui-ci, j'en suis désolée, mais c'est vraiment l'écriture qui l'a pas fait avec moi, quoi. Coucou Mathilde. Donc ensuite, on passe donc au livre que j'ai lu entièrement cette fois, et le premier, c'était une catastrophe pour moi. Il s'agit de Sisters de Michelle Adams, qui, je crois, regroupe absolument tout ce que je peux détester dans un thriller domestique, ou presque. Il manquait peut-être des trucs sexistes ou quoi, mais non, là, c'est vraiment juste la structure et l'histoire qui ont fait que j'ai détesté. J'ai tellement détesté. Franchement, bon. Donc, dans cette histoire, on suit. Est-ce que je vais me rappeler des prénoms? Certainement pas. On suit une femme. Ah si, alors la sœur, c'est elle, Eleanor, et elle, c'est Irène. Oui, voilà, c'est ça, Irène. Donc, on suit Irène, qui, en fait, a été abandonnée par ses parents quand elle avait 3 ans. Et donc elle a été adoptée par une autre famille. Mais il se trouve que Irène, elle a une sœur qui s'appelle Eleanor, qui elle, d'ailleurs son surnom c'est elle, qui elle n'a pas été abandonnée. Donc ses parents, en fait les parents ont abandonné une fille sur les deux. Déjà c'est chelou, mais bon, admettons, hein, c'est une fiction, donc voilà. Et le truc c'est que sa sœur en fait, elle est toujours après elle, en vrai. Donc là, elle l'avait perdu de vue depuis un moment, donc tout allait bien dans la vie d'Irène. Et sa sœur est revenue vers elle. Et le problème, c'est que Irène, elle a beaucoup de mal avec sa sœur, qui est ce qu'on peut appeler une psychopathe. Voilà. Et donc, elle sait que si sa sœur revient la saouler, ça risque de mal finir. Mais il se trouve que la sœur, pourquoi elle revient? Parce que elle va lui apprendre que leur mère est morte. Et que donc il faut absolument qu'Irène aille à l'enterrement. Ce que Irène va faire, alors que elle en veut à ses parents de l'avoir abandonnée et qu'elle a du mal avec sa sœur, mais elle va quand même aller à l'enterrement de sa mère. Parce que, pourquoi pas? Parce que la famille, on va dire ça. Salut Sophie. Et évidemment, quand elle va là-bas, ça se passe très très mal, bien évidemment. Et le truc, c'est que Irène, depuis qu'elle est petite, elle veut absolument savoir pourquoi elle a été abandonnée et pas sa sœur.
Et donc, en fait, le livre se résume à quasiment ça. Pourquoi on m'a abandonné et pas elle? Pendant tout le long du fucking livre. Et il ne se passe tellement rien dans ce livre, ça m'énerve. C'était nul, c'était tellement redondant. Mais pourquoi m'a abandonné? Pourquoi m'a abandonné? Et puis, donc il y a ça d'un côté, de l'autre, il y a la sœur qui est une grosse psychopathe, mais visiblement, ça ne pose problème à personne. Et l'héroïne qui est toujours en mode oui, d'accord, oui, c'est vrai, c'est une grosse psychopathe, elle a tué notre chien de façon horrible en plus. Et en plus, elle me gâche la vie. Mais bon, c'est ma sœur. Pardon? Ah, mais j'en pouvais plus. Je vous jure, j'en pouvais plus. J'avais envie de péter des bouches là. J'avais envie de. C'était horrible. C'était horrible. Mais vraiment, j'en pouvais plus. Mais c'est pas possible. Ah, la naïveté de l'héroïne était insupportable, vraiment, mon Dieu. Oh là là. Putain, mais tu peux pas juste aller. Mais vas-y, de toute façon, ta famille, c'est de la merde. Donc, fais ta life et c'est bon, quoi. Bref. Vraiment, il y a tout qui m'a saoulée dans ce livre. Je supporte pas les héroïnes qui prennent toujours les mauvaises décisions. C'est, ça me saoule. Ça me rappelle, c'était quoi? Putain, ça me rappelle le dernier que j'ai lu comme ça, là, qui m'avait saoulée, c'était un Russoir. Les 5 mensonges, les 5 trucs du mensonge, là. Les 5 règles du mensonge. Voilà. Les 5 règles du mensonge. Putain, c'était pareil. C'était pareil, l'héroïne, elle prenait que des mauvaises décisions, elle faisait n'importe quoi. Il n'y avait rien de crédible en plus. Là, c'est pareil, rien de crédible. Bon, voilà. Vous aurez vu que... Coucou, Bubu. J'espère que tu vas bien. Donc voilà, j'ai cordialement détesté ce livre. Et franchement, si je suis allée au bout, c'est parce que je l'ai écouté en audio et que je me suis dit, bon, vas-y, c'est en audio. C'est bon, tu peux le faire, tu vas y arriver. Mais j'ai souffert, franchement, j'ai souffert pendant ce livre. Vraiment. Il n'y a pas, y a pas un moment dans le livre. Ça, le pire, c'est que même dans les 5 règles du mensonge, il y a dû y avoir des moments qui étaient sympas. Il n'y a pas un moment dans ce livre que j'ai aimé. C'est un truc de fou, quoi. Mais vraiment, je, je peux difficilement plus cordialement détester un livre que ça, quoi. Bon, bref. Si, je peux, si en plus c'est mal écrit, que c'est super sexiste, raciste ou quoi, oui, évidemment, ça va être pire. Mais là, c'est juste très mauvais, voilà. Bref, voilà pour celui-ci. Donc, désolé les gens qui ont aimé, hein. Après, voilà, chacun ses goûts, hein. Moi, c'est juste que vraiment, il y avait vraiment tout ce que je détestais dans un thriller domestique. Mais voilà. Ensuite, bon, je crois que c'est le... Quoique, enfin, bon. Les 2 suivants, c'est des mangas. Alors, c'est pas que c'était mauvais. Donc, Mother Parasite. Le tome 1 qui m'avait hypé quand j'en avais parlé dans les sorties là, du mois de novembre. Et que du coup, je voulais acheter parce que c'est un thriller, pour le coup, intrafamilial. Et ça me faisait très envie parce qu'il y avait une histoire de garçon un peu chelou qui visiblement faisait peur aux mamans. Je me disais, bon, à sa propre mère même, et qui s'intéressait à d'autres mamans. Enfin, bon, voilà, je me suis dit, oula, histoire de gamin psychopathe, machin. Waouh, j'étais pas prête. J'étais pas prête pour, pour ce qui allait suivre, honnêtement. Franchement, alors, quand j'y pense, je me dis, c'est japonais, j'aurais pu m'y attendre. En vrai, j'aurais pu m'y attendre. Mais je sais pas, j'étais naïve, j'étais en mode, oui, c'est un thriller, quoi, voilà. Alors, je vous dis tout de suite ce qu'il en est. C'est très incestueux. Alors, il y a pas d'inceste à proprement parler visuel. On va dire c'est plutôt incestuel. Il y a une différence entre incestueux et incestuel. En fait, incestuel, c'est les comportements qui font penser à de l'inceste sans en être, en fait. Et là, c'est ça. Là, clairement, c'est ça. Donc, en fait, alors déjà, bon, on sent le fantasme de l'auteur. J'ai oublié de dire l'auteur d'ailleurs. C'est Sato Hirohisa. Oui, je crois que c'est ça.
Euh, donc on sent le fantasme de l'auteur sur les mamans. On a bien compris, hein. Je crois. De toute façon, il y a deux types de fantasmes, de fantasmes principaux chez les Japonais, hein, enfin en dehors des tentacules, hein, parce que ça, c'est encore autre chose. Mais sinon, il y a deux types de fantasmes chez les Japonais, c'est les petites filles et les mamans. Et quand je dis les mamans, ça se traduit souvent par filles à gros nibards. Voilà. Quand ce sont des filles de leur âge, si elles ont des gros nibards, c'est que c'est un fantasme sur les mamans. Voilà. Et là, bah là, on a tout, hein. Là, on a les mamans et c'est des mamans au gros nibards. Je vous le dis comme ça, voilà. Et donc, en gros, le gamin, donc en fait, on comprend que c'est un gamin qui a été adopté. Et en fait, on le voit avec sa mère. Sa mère, elle est genre, c'est son chéri, vraiment, enfin, elle est hyper surprotectrice, mère poule, tout ça. Mais en fait, elle a peur que son gosse la rejette. Alors, on comprend pas trop pourquoi, parce que dit, ben, oui, mais il va pas partir ailleurs, quoi. Même si tu l'as adopté, vu qu'il est mineur. Mais bon, voilà, donc on se dit, ça cache peut-être un autre truc derrière. Et c'est peut-être un truc un peu particulier, hein. Donc moi, j'attendais un peu de voir ça. Et donc voilà, et donc elle fait tout, et sauf que lui, froidement, en fait, donc le gamin, il a genre 12 ans, hein, je précise, hein. Froidement, il est en mode, il note toutes les erreurs de sa mère, des trucs à la con, voilà, et vraiment, mais genre psychopathe en fait. Donc ça, ok, hein, moi c'était un peu ce que j'attendais du truc, hein, c'est gamin psychopathe, maman qui a peur, voilà, c'était un peu ce qu'on nous avait vendu. Coucou Nelly. Sauf que, donc le gamin va s'intéresser à une autre maman, c'est la mère d'un de ses camarades de classe, qui est encore plus surprotectrice que la sienne, c'est un truc de fou. Et lui, le camarade, il en peut plus en fait de sa mère qui est trop à fond, enfin voilà, qui est trop étouffante en fait, ce qui peut se comprendre. Et on apprend d'ailleurs que c'est parce que il est né prématuré, qu'elle a failli le perdre et tout, et que donc bah, forcément elle s'accroche à lui, surtout qu'elle est a priori mère célibataire. Donc voilà. Donc on comprend. Jusque-là tout va bien. Et donc on voit que donc le héros, notre héros, là j'ai oublié son prénom, il s'intéresse à la maman et tout ça, et en fait bon c'est là que ça va dérailler. Parce que en gros, alors, bon, déjà, on voit du nibar, ok, sachant que les gamins sont mineurs, bon, pourquoi pas. Et en fait, alors il y a deux scènes, je vais pas vous raconter l'histoire en détail, pas trop spoiler non plus, il y a deux scènes qui m'ont vraiment choquée. Salut Stéphane. Il y a deux scènes qui m'ont vraiment choquée. Première scène, c'est la mère adoptive donc du héros, qui lui dit, est-ce que tu veux... Enfin, on comprend que elle va répondre à quelque chose qu'il aime. Et en fait, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va lui donner le sein. Voilà. Bon, très bien. Donc apparemment, et lui apparemment c'est son grand kiff. Et franchement j'avais l'impression de lire un peu du Bastien Vives, je sais pas. Et la deuxième scène, je crois que c'était vraiment la pire. La pire de pire. Mon Dieu. C'est donc un moment, il va dormir chez son copain. Donc je vous rappelle qu'il s'intéresse à la maman là, du copain. Et il va dans la chambre de la mère. Et la mère dort à poil, parce que pourquoi pas. Et en fait, il va enlever, enfin je sais pas où c'est elle qui va enlever ça, enfin bon, un truc à la con évidemment, hein, typique des mangas. Et en fait, elle va se retrouver à poil devant lui, avec les jambes écartées comme chez le gynéco, vous voyez. Et le gamin, il va se poster devant ce que vous savez, et va dire « Ah, j'aimerais tellement retourner là-dedans. » My God. J'étais en mode « Ok, qu'est-ce que je suis en train de lire, mes yeux. Mes yeux. Pourquoi je lis ça. Mon Dieu. Ah là 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 là. Ah bah oui, bah Stéphane, ouais. Oh
Oh my god. Bon, voilà, du coup, voilà, donc pour dire que c'est un manga, oui, vraiment, très incestuel, même s'il y a pas de scène, il y a aucune scène d'inceste à proprement parler, mais bon, voilà, donc on sent on croit deviner les fantasmes de l'auteur à travers ce manga. Mais le truc, c'est que en fait, le pire du pire, c'est que je vous dis ça en mode, j'ai détesté tout ça. En soi, j'ai pas profondément détesté parce que à la fin, j'avais quand même envie de lire la suite. Pourquoi? Parce que j'arrive pas à comprendre. Alors, c'est peut-être juste une histoire de fantasme, hein, si ça se trouve, et alors là, bon, c'est sûr, c'est pas intéressant. Mais je voulais savoir pourquoi son délire au gamin, pourquoi il veut changer de maman et tout ça, en fait. Enfin, je sais pas, je voulais. J'espère peut-être me dire qu'il y a un truc un peu plus profond, c'est pas le mot qui convient, mais vous voyez ce que je veux dire. Je ne sais pas. Bref, mais bon, je suis quand même pas sûre d'acheter la suite, honnêtement, parce que c'était quand même très trigger, très bizarre. Stéphane, oui, ah oui, de suite, quand je parle de Nibar. Ah non, mais je vous jure, franchement, pourtant j'en ai lu, hein, j'en ai lu des mangas et j'en ai lu des trucs sexistes, des trucs avec des filles, des nibards dans tous les sens et tout ça. Même des mangas, ce qu'on appelle. Alors, jamais lu de hentai, ça m'intéresse absolument pas, mais j'ai déjà lu des mangas, ce qu'on appelle ecchi, qui sont en fait des mangas érotiques gentils, voilà. Mais j'avais jamais vu ça encore, je crois. Franchement, j'avoue que là, le truc entre la mère et le fils, enfin, ou la mère et le copain de son fils, là aussi, en l'occurrence, c'était. Bon, bref. Oui, c'est complètement fréquent, les nibards. Mais là, c'est surtout que le gamin, il a 12 ans, quoi. Même pas, d'ailleurs, je pense. Enfin, il a 10-12 ans, quoi. C'était bon. Trop vieux, beaucoup trop vieux pour téter le sein. Beaucoup trop jeune pour fantasmer sur des mamans. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Dans tous les cas, ça va pas. Bref, bon, je passe à la suite parce que sinon je vais rester des heures. Bon, le suivant. Franchement, j'ai eu mon lot de mangas chelous là, je sais pas. Pourtant, d'habitude, j'ai deux mangas qui sont tout à fait normaux, on va dire. Mais là, putain, coup sur coup, j'ai eu deux mangas un peu chelous. Donc, Innocent de Shinichi Sakamoto, je crois que c'est ça. Il faut que je boive là. On n'est pas du tout dans le même style, hein, je précise. Pas du tout. Donc là, en fait, c'est un manga librement inspiré de la famille des bourreaux sous le royaume de France. Voilà. Et donc, on va suivre l'un de ces bourreaux. Donc, au début de l'histoire, il est adolescent, il a 14 ans. C'est son père qui est le bourreau officiel, sauf qu'il va devoir faire ses débuts en tant que bourreau. Le truc, c'est que il a pas du tout. Ah, tu l'avais lu aussi, Karine? Il a pas du tout envie de faire ça. Il n'a pas du tout envie de tuer des gens déjà, ce qui peut se comprendre. Et voilà, enfin, c'est pas, ça l'attire pas du tout, mais bon, c'est sa destinée, c'est son héritage, tout ça, donc il n'a pas trop le choix. Et le truc, c'est que, alors, ce manga, c'était très particulier. Les dessins sont absolument sublimes. Alors là, j'ai rarement vu un manga avec des dessins aussi beaux. Vraiment. D'ailleurs, j'aurais dû le prendre pour vous montrer, mais bon. Vraiment vraiment magnifique. Les dessins étaient même des fois des doubles pages. J'étais là, waouh, le niveau de détail. Ok. Par contre, c'est très contemplatif, hein. Alors oui, voilà, c'est très beau. Et en fait, ce manga est un concentré juste de ce qu'on appelle l'esthétique. Vous voyez, voilà, c'est vraiment ça, quoi. C'est-à-dire, c'est juste là pour être beau, limite. Et il y a toute une esthétique aussi autour de la violence et même de l'érotisation de la violence, j'ai envie de dire. Pour ça que je disais que c'était un peu chelou. Après, il y en a qui aiment, hein, mais vraiment là, c'était. Alors, c'est un manga assez queer aussi. Donc, ça, pour moi, c'est pas chelou, hein. Puisque le bourreau, et en gros, enfin, le jeune homme là va tomber
amoureux, enfin en tout cas il va, enfin amoureux ça c'est vite dit, mais en tout cas il va avoir il va y avoir un petit truc, un crush on va dire, avec un autre jeune homme qui est un jeune homme de la haute. Et voilà, et je vous dis pas ce qui va se passer ensuite parce que ça spoilerait. Mais voilà, il y a un baiser et tout, donc c'est très beau, hein, très beau, magnifique, rien à redire là-dessus. Mais par contre, voilà, il y a beaucoup de passages de torture. Mais en fait, voilà, moi, ce qui m'a gêné, c'est pas tant qu'il y ait des passages de torture. Ah, j'ai l'habitude dans le manga, dans les mangas. Mais là, les tortures étaient hyper érotisées et esthétisées, en fait. Et ça, comment dire? Salut Silou. Ça, c'était très bizarre. Alors déjà, les personnages, enfin lui en l'occurrence, et même son crush, sont hyper androgynes. En fait, vraiment, on a vraiment l'impression que c'est des femmes. Et même quand ils sont nus et tout ça, qu'on voit bien que c'est des hommes, hein, ils ont des torses d'hommes et tout ça. Mais vraiment, ils ont des postures hyper féminines et tout. Donc c'est vraiment, ça joue bien sûr la confusion des genres un petit peu. Hein, pas de souci, là, pour ça, il n'y a pas de souci. Moi, je trouve ça très bien. Mais par contre, voilà, moi, ce qui m'a vraiment gêné, c'est vraiment l'érotisation de la violence. Qu'à un moment, il est torturé et justement, on montre ça comme si c'était une scène. Alors, c'est pas qu'il a un orgasme, pas du tout. Hein, on voit qu'il souffle, mais je veux dire, je sais pas, on a l'impression, nous, spectateurs, qu'on est censé regarder ça comme si c'était un truc excitant, en fait. C'est très bizarre. C'était très bizarre. Mais après, voilà, oui, c'est ça, cruellement raffiné. Oui, c'est totalement ça. Et voilà, il y a pas mal de scènes comme ça, vraiment vraiment d'esthétique autour de la violence et en même temps du sexe. Enfin, il n'y a pas de sexe hein, dans le truc, c'est juste que les dessins qui sont très très érotiques en fait, très très érotisants en fait. Voilà, c'est vraiment ça. Et du coup, je sais pas, ça m'a perturbée et honnêtement, je suis pas sûre d'avoir envie de lire la suite. Parce que, au-delà de ça, ça raconte pas grand-chose, en fait. C'est ça qui est problématique, c'est que... Enfin, problématique, c'est pas problématique, mais je veux dire, bon, à part tout ce truc esthétique, l'histoire, elle tient sur deux lignes, quoi. C'est vraiment le gamin qui veut pas être bourreau. Ok, ça dure pendant plusieurs chapitres comme ça. Et après, alors oui, il y a un gros rebondissement qui est, voilà, qui est intéressant et tout. Mais bon, je me dis, bon, c'est quand même assez long, je sais pas. Je sais pas si j'ai envie de lire la suite, surtout, voilà, ça m'a mis un peu mal à l'aise sur certains trucs. Donc, mais oui, bien sûr, Stéphane. Ah, mais complètement. Mais là, voilà, franchement, alors là, clairement, là, voilà, là, on était vraiment sur le fantasme des mamans. Hein, là, on est sur le fantasme de la violence. C'est japonais, j'ai envie de dire, bon. Mais coucou, pardon, j'ai dit coucou à Silou et je t'avais pas vu, Natacha. Excuse-moi, coucou Natacha. Désolée. Vous êtes arrivés en même temps et mes yeux ont vu qu'une ligne sur deux. Euh, donc voilà pour celui-là. Je passe à la suite. Pour l'instant, on n'est pas dans les bonnes lectures, hein, je vous le dis comme ça. Le silence de la ville blanche de Eva Garcia Sáenz de Urturi. Oh, coucou Anne-Gaëlle, ça fait plaisir de te voir ici. Donc, alors, donc là, on est donc on est en Espagne. Hein. Vous l'aviez compris avec le nom de l'autrice, je pense. Quoique, ça aurait pu être Amérique latine, mais bon, on est en Espagne. En l'occurrence, Urturi, a priori, c'est vraiment un nom typiquement basque, si j'ai bien compris. Et il va y avoir des meurtres commis de façon assez rituelle. Donc on va retrouver un couple, je crois que c'est un couple de 15 ou 20 ans, je sais plus, au début. Et on va vite se rendre compte que ça ressemble à des crimes qui ont déjà... Oula, il y a eu un petit bug sur ma caméra, je ne sais pas si vous avez vu, c'était bizarre. Ça ressemble à des crimes qui ont déjà eu lieu des années auparavant, en fait. Mais le problème, c'est que celui qui a été accusé de ces crimes, il est en prison. Donc du coup, ça peut pas être lui. Et donc la police va s'emparer de l'affaire et va se dire, bon, est-ce que ce serait pas lui qui commandite ça? Parce qu'en fait, on va vite comprendre que c'est en rapport avec un rituel particulier, etc. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Mais ça, c'était très intéressant. Honnêtement,
comment, enfin l'espèce de série de meurtres là, comment elle se fait, c'était très intéressant. Coucou Jenny, vraiment ça m'a bien plu. Les Nuits de la peur, c'est plutôt pas mal, cela mêle polar et drame historique. Attends, c'était quoi, pourquoi? Ah oui, d'accord, qu'est-ce que tu lis en ce moment? Ok. Donc voilà, ça sur le fond c'était bien. Par contre, bon, moi j'ai eu un gros problème avec le personnage principal parce que c'est typiquement, voilà, le genre de personnage d'enquêteur que je déteste. Je pense que vous le savez depuis le temps. Voilà, je ne peux pas, je ne peux plus supporter ce genre de personnage de flic bourru, aigri, euh, désabusé surtout, plus désabusé qu'aigri d'ailleurs, souvent, qui a perdu quelqu'un. Alors là, je crois qu'il a perdu sa femme. Enfin bon, voilà. C'est toujours pareil. De toute façon, c'est soit sa femme, soit sa fille. Vous avez remarqué, hein, dans tous les trucs comme ça, c'est soit ils ont perdu leur femme, soit ils ont perdu leur fille. Bizarrement, c'est jamais un personnage masculin. Je sais pas ce que ça veut dire, mais bon. Bref. Voilà, vraiment, oui, typiquement le schéma que je déteste, ça me saoule. En plus, bon, en plus, je comprends pas pourquoi une autrice, enfin, si, je peux comprendre, mais bon, ça me saoule qu'une autrice mette un homme en personnage principal, mais en plus, un homme, pourquoi pas, mais un homme qui répond à ce genre de cliché assez macho finalement, ça me saoule, franchement. Tu veux pas mettre des meufs un peu, ou des hommes jeunes, ou enfin je sais pas, qui changent un peu, quoi, mince, un peu de vent de fraîcheur, là, plutôt que toujours des vieux flics chiants, quoi. Trop boomer et tout, là, ah, ça saoule. Ça m'énerve. Bref, voilà, j'ai pas aimé le personnage principal, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Comment il s'appelle? Ah oui, Unai. J'ai pas aimé. Alors en plus, ah oui, alors le surnom. J'ai pensé à Sève à chaque fois. J'ai pensé à Sève. Je me suis dit, putain, si elle lit ce livre, elle va péter un câble. Excusez-moi, mais on en parle du surnom Kraken. Mais qu'est-ce que c'était ridicule! Donc en fait, le flic, tout le monde l'appelait Kraken, mais je sais même pas pourquoi. Et c'était ridicule. Je sais pas, franchement, ça discréditait totalement le sérieux du personnage. Je sais pas, c'était bizarre, quoi. Kraken, c'était nul. Bref, si encore, non mais si encore il y avait une dimension humoristique dans le livre, bah franchement ça l'aurait bien fait. Mais là non, c'est hyper sérieux, le mec en plus, c'est trop, voilà, le flic parfait, limite, machin, et on l'appelle Kraken, arrêtez, putain, c'était trop ridicule quoi. Donc voilà, ça m'a saoulé. En plus, on n'a plus de cam. Ah bon? Parce que moi j'ai eu un bug effectivement, mais moi je la vois, moi, bon en tout cas sur YouTube il y aura une cam, au moins c'est déjà ça. Vous avez plus d'image. Ah. Parce que j'ai vu qu'il y avait eu un bug de caméra. Au pire, relancer. Hein. N'hésite pas à relancer, Karine. Tu me fais peur, là. Ça suffit, les problèmes techniques du mardi, là. Qu'est-ce que je disais? En plus, bon, la sempiternelle, alors c'est pas un spoil, hein, parce qu'on le sait depuis le début, la sempiternelle, relation aussi, ça aussi, c'est cliché de ouf, entre donc le héros et sa patronne, qui est mariée. Voilà, gros cliché encore, bon. Voilà, il y a plein de trucs qui m'ont saoulé dans ce livre, alors que l'enquête, elle, était intéressante. Voilà, mais c'est ça le truc, en fait, c'est pour ça que j'ai du mal avec les sagas policières. Pour que j'aime les sagas policières, il faut vraiment que je m'attache aux personnages, et franchement, c'est difficile. Parce que le problème de ces sagas, c'est qu'à chaque fois, la vie privée des enquêteurs prend le pas complètement sur les enquêtes. Il y a plus de vie privée de l'enquêteur que d'enquête en fait. Sauf que moi, je suis en train de lire un thriller, donc j'ai envie de lire une enquête. J'ai pas envie de savoir, pareil, ce qu'il a bouffé à midi, quoi. Je m'en fous. Donc ces histoires de cul et de cœur, je m'en fous. Alors même si, alors pour le coup, ça a une importance. Je vais pas faire la mauvaise langue non plus. Ça a une importance, ok, dans le roman, mais bon, voilà, gros soupir.
par rapport à ça. Donc voilà, c'est dommage parce que l'enquête est bien, il y a de bons rebondissements, la fin est très bien aussi. Il y a vraiment des bons trucs, franchement, il y a des très bons trucs dedans. Mais c'était long, c'était longué, c'était long aussi, ouais, il y a des longueurs, il y a des longueurs, et le personnage, pas le blairer. Donc voilà, pour celui-ci, c'est en demi-teinte. Pas une mauvaise lecture, mais en demi-teinte. Voilà. Oui, tu as raison Stéphane, je suis assez d'accord avec toi, parce que des fois, il y a des clichés qui me gênent pas, qui sont effectivement bien traités. Je suis d'accord. C'est pas le cliché en tant que tel, parce que de toute façon, des clichés, il y en aura toujours, et bon, des fois, on est un peu obligé, hein. Mais effectivement, c'est le traitement, euh, voilà. Oui, alors, attention, je veux pas dire que la vie personnelle de l'enquêteur n'est pas importante. Évidemment que c'est important, bien sûr, parce que sinon, bon, tu lis une enquête, c'est pas, enfin voilà, ça manque un peu de profondeur si t'as pas des à côté. Et effectivement, souvent, oui, ça, c'est important aussi dans le traitement de l'enquête, mais c'est juste que quand c'est trop, quand il y a plus, quand il y a beaucoup moins de place, voilà, l'enquête fait beaucoup moins de pages, on va dire, que le reste. Bon, ça me saoule vite. Non, j'aime pas Erlandur. J'aime pas Erlandur pour les mêmes raisons. Je supporte pas ce personnage. J'aime pas, voilà. Pour moi, même lignée que les Charcot et tous ces personnages enquêteurs qui sont toujours désabusés, qui ont des problèmes avec les femmes. À chaque fois, ils ont des problèmes avec les femmes. Ils ont eux-mêmes perdu leur femme ou leur fille, d'ailleurs. Voilà, Après, voilà, je comprends hein, que les gens aiment et tout ça, il n'y a pas de souci. Je suis pas en train de dire qu'il ne faut plus faire ce genre de personnage. Je sais que ça plaît, tout ça, mais moi, personnellement, je n'aime pas ça. Vraiment, c'est vraiment le genre de personnage que je déteste. Je ne peux plus. Mm. Oui, tout à fait, Sapphire, exactement. Je suis d'accord, je suis d'accord. Mais du coup, là, enfin, bon, il y a aussi son comportement quand même, hein, en l'occurrence. Mais là, non, je n'ai pas pu. Et en plus, le personnage qui aurait pu être intéressant, c'est sa coéquipière, Estebalise. C'est sa coéquipière, mais elle est complètement en retrait. Mais vraiment, on ne sait quasiment rien de sa vie. On n'est pas, enfin voilà, on n'est pas du tout avec elle. C'est dommage. C'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. Oui, Stéphane, mais c'est pas un enquêteur déjà. Et ça change tout. Mine de rien, c'est pas que je n'aime pas les types désabusés, tout ça, machin, bourru. C'est que je ne les aime pas en tant qu'enquêteur, en fait. Parce que ça me saoule de... Je sais pas, ça me saoule déjà de... Je comprends pas, des fois, en plus, quand ils commencent, genre Charcot, à avoir des hallucinations et tout ça, je comprends pas qu'on les laisse enquêter. Et puis, je sais pas, c'est trop... c'est pas... Quand je lis un thriller, j'ai pas envie de voir ça, en fait. Ça m'énerve. Mais bon, dans Kanaka, c'est pas Larry que j'ai préféré, hein, de toute façon. Hein. Je vais pas, voilà, je vais pas te mentir, hein, Stéphane. Hein. C'est pas un personnage que j'étais en mode, waouh, trop bien. Moi, c'est. Moi, c'est. Mince, ça y est, j'ai oublié son nom. Houdou. Moi, c'est Houdou que que j'ai aimé. Voilà. Voilà, voilà. Ouais, c'est ça, Safaya. Bon, bref. Je continue parce que sinon, j'en ai encore pour un bon moment parce que j'ai encore des choses à dire. Alors sur celui-là, pas beaucoup, j'aurais pas trop de choses à dire. La malédiction du Cecil Hotel de Sonia Lou, qui est donc un true crime dans lequel, en fait, enfin c'est plus une enquête qu'un true crime même. Donc Sonia Lou, c'est une youtubeuse assez célèbre, une youtubeuse true crime, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Que j'aime beaucoup parce que elle n'est pas en mode je raconte des choses pour faire peur ou en mode waouh c'est fascinant machin. Non, pas du tout. Elle est très pragmatique et je trouve qu'elle raconte extrêmement bien les choses et puis elle a toujours, enfin, elle montre toujours de l'empathie aussi quand elle raconte. Donc c'est quand même mieux des fois. Et donc du coup, je l'avais rencontrée au Quai du Polar d'ailleurs, elle était extrêmement gentille.
Et donc j'ai voulu tester un peu son livre. Alors j'avais un petit peu peur, hein, parce que bon, bah voilà, on va pas se mentir, hein, un livre écrit par un youtubeur ou une youtubeuse, je savais pas trop ce que ça allait donner littérairement parlant. Et en fait, non. En fait, bon, déjà, Sonia Lou, c'est vrai qu'elle parle très bien quand même. Et non, c'était très bien écrit, aucun souci, voilà. Ça se lisait très bien, pas de problème avec ça. C'était très bien raconté, très bien et tout. En vrai, j'ai pas beaucoup de problèmes avec ce livre, si ce n'est que il m'a laissé plus ou moins de marbre. Voilà, on va pas se mentir. Donc, on est sur l'histoire du fameux Cecil Hotel à Los Angeles, qui est un hôtel très connu pour avoir abrité beaucoup de criminels, de gens qui se sont suicidés, de gens qui sont morts d'overdose, de tous les cassos et toute la pègre de Los Angeles venait ici en fait, hein, vraiment c'était le lieu de rendez-vous. Voilà, alors malgré le fait que ce soit un très bel hôtel avec un hall très classe et tout ça, par contre les chambres étaient pourries et c'était un peu l'hôtel de la loose quoi, hein, on va pas se mentir. Et du coup donc elle va raconter déjà toute l'histoire de l'hôtel, toutes les morts inexpliquées ou pas qu'il y a eu dedans, et aussi elle va se pencher vraiment sur les grosses affaires qu'il y a eu, notamment le tueur en série Richard Ramirez, le meurtre de Elisa Lam, c'est le plus récent, c'est l'affaire la plus récente en 2013. Et donc Elisa Lam, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez vu cette affaire, c'était la jeune fille asiatique qui était qui voulait voilà qui voulait visiter Los Angeles et qui est venu au Cecil Hotel parce qu'il avait cette réputation très sulfureuse. Et en fait, voilà, ce qui a beaucoup marqué les gens, c'est que le jour de sa mort, en fait, il y a la caméra de surveillance de l'ascenseur, en fait, a filmé Elisa en train de faire des trucs extrêmement chelous. C'est-à-dire qu'elle n'arrêtait pas d'appuyer sur tous les boutons frénétiquement de l'ascenseur, et en terminant toujours par le door hold, là, donc pour tenir les portes, pour laisser les portes ouvertes. Et à chaque fois, elle faisait que rentrer, sortir de l'ascenseur et regarder comme si elle avait peur, comme si voilà quelqu'un, ou comme si elle attendait quelqu'un. Enfin voilà, très bizarre. Et voilà, c'est une vidéo qui aura beaucoup marqué les gens, quoi. Oui, bien sûr, Bubu, c'est tiré d'une histoire vraie. Ce que je dis depuis le début, effectivement, t'as pas suivi. C'est l'histoire vraie du Cecil Hotel. Et en fait, voilà, cette jeune fille, on l'a finalement retrouvée morte dans le réservoir d'eau de l'hôtel. Un peu à la Darkwater, d'ailleurs, il y en a plein qui ont fait le rapprochement avec Darkwater, même si au final l'histoire n'est pas du tout la même. Mais bon, comme c'était une Asiatique et qu'elle a été retrouvée dans le réservoir, ouais, hein, Silou, c'est c'est particulier. Et voilà, et puis elle parle aussi du dahlia noir parce que, bon, le dahlia noir, franchement, elle est un peu allée chercher loin. C'est parce que, a priori, elle aurait séjourné dans le Cecil Hotel, mais on n'en est même pas sûr, donc vraiment aucun rapport avec le Cecil Hotel. Bref. Euh, mais voilà. Et enfin voilà. Donc plusieurs affaires comme ça autour, dans ceux qui ont rapport de près ou de loin avec cet hôtel. C'était assez fascinant. C'est vrai que c'était assez fascinant. Maintenant, voilà, bon, j'ai vu ça, je suis bon, bah ok. J'avoue que bon, c'est un peu comme finalement, comme les podcasts qu'on écoute sur les true crime et tout, c'est cool à écouter sur le moment, et puis après, bon, le lendemain, on a oublié ce qui s'était passé en fait. C'est rarement. Enfin, c'est un peu. J'ai l'air un peu sans cœur en disant ça, genre ouais, Osef quoi, c'est bon, il y a des gens qui sont morts d'atroces façons, mais non, mais c'est pas ce que je veux dire, mais bon, c'est vrai que malheureusement, c'est triste à dire, mais malheureusement, il y a tellement de faits divers comme ça que voilà. Mais c'est juste que moi j'aime bien, moi encore une fois, hein, c'est comme je disais sur la Skoll, moi quand je lis du true crime, c'est vrai que j'aime bien qu'il y ait quelque chose derrière en fait, un peu plus que juste des faits. Bon, là c'était quand même beaucoup mieux raconté que dans la Skoll pour le coup, donc vraiment c'était très prenant, je l'ai lu très vite. Mais voilà, après, je pense qu'il m'en restera pas grand-chose parce que ça m'apprend rien en fait. Moi, j'aime bien que ça m'apprenne quelque chose. Ça m'apprend pas grand-chose.
sur le genre humain, on va dire. Voilà. Donc voilà pour celui-ci. Je rebois. Alors, on sort un peu du true crime avec Reykjavik de Ragnar Jonasson et Catherine Jacobsdottir. Donc, c'est le dernier roman de Ragnar Jonasson qu'il a coécrit avec ni plus ni moins que la première ministre islandaise, parce que pourquoi pas, voilà. Et bah écoutez, c'était une bonne lecture. C'était une bonne lecture. Donc on est sur un cas de cold case. Donc c'est une jeune fille, pareil, j'ai encore oublié les prénoms, hein. C'est une jeune fille qui a disparu dans les années 50, en 57 si je ne me trompe pas, dans les années 50 en tout cas. Et en fait, même si tous les 10 ans à peu près, l'enquête était plus ou moins rouverte, on l'a jamais retrouvée. Voilà. On ne sait pas si elle est en vie, si elle est morte par qui elle a été tuée, on ne sait rien du tout. On sait juste qu'elle a disparu et qu'elle elle travaillait sur une petite île en large de l'Islande du coup. Et voilà, on sait juste ça. Et en fait, 30 ans plus tard, dans les années 80, il y a un journaliste qui va se réemparer de l'affaire. Pourquoi? Parce qu'il va recevoir un coup de téléphone d'une femme inconnue qui va lui dire qu'elle sait que la jeune fille a été tuée. Voilà, elle va lui dire ça. Oui, c'est un one-shot, c'est un one-shot. Elle sait que la jeune fille a été tuée et même quel jour elle a été tuée, etc. Donc du coup, ni une ni deux, le journaliste, il sent le filon, il se dit, bon, je vais commencer à enquêter. Et il commence à enquêter. Et je ne vous dirai pas la suite, puisqu'après, il y a quand même un gros twist et que, voilà, je ne veux pas spoiler. Mais c'était pas mal du tout. C'est pas un livre... Je le mets pas plus haut parce que c'est pas un livre qui va me rester pareil, voilà. Dans un mois, je pense, j'aurais oublié. Déjà là, j'ai oublié les prénoms et tout. Bon, j'ai pas oublié l'histoire par contre, hein. Je sais comment ça se termine, tout ça, tout ça. Mais voilà, je pense clairement c'est pas un livre qui restera dans les annales, enfin dans les miennes en tout cas. Mais c'était une très bonne lecture, voilà, c'était sympathique, un bon petit cold case. Il y a des bons petits rebondissements, donc un twist au milieu du roman que j'ai pour le coup pas vu venir, j'avoue. Enfin, c'est pas un twist, c'est pas un twist, parce que twist c'est plutôt genre révélation machin, c'est plus un rebondissement. Un retournement de situation, quoique twist, si, c'est aussi un retournement de situation, donc si, ça marche. Voilà, un retournement de situation, on va dire, que je n'ai pas vu venir et qui change un peu le... Même si on reste toujours dans ce cold case, hein. Et ouais, voilà, donc c'était... Non, franchement, je peux aisément vous le recommander sans problème. Moi, j'ai rien à redire. Juste que voilà, je le mets pas plus haut parce que c'est pas un livre où je me suis dit waouh, c'est génial, oh là là, il va me marquer longtemps. Non, c'est pas vrai. Mais c'est une très bonne lecture. Et du coup, bah voilà, je me dis, bon, bah, je voulais tenter Ragnar Jonasson. Je me dis, bon, bah écoutez, pour un coup d'essai, c'est pas mal. Donc, je pense que le suivant que je lirai, ce sera 10 âmes perdues, parce que j'ai vu des bons retours. Oui, voilà, un bon moment, exactement. Voilà, donc oui, bon moment de lecture. Franchement, rien à redire là-dessus, c'était très sympa. Une très bonne fin, voilà, aucun défaut, si ce n'est que, voilà, ça m'a pas plus transcendé que ça. Bon, ça arrive, hein, il y a plein de livres comme ça qu'on aime bien lire, mais qu'on oublie un mois plus tard. Ouais, c'était mon premier de Ragnar Jonasson. Et en fait, pourquoi celui-là? D'ailleurs, je l'avais demandé sur NetGalley. Au moins, il y en a un que j'ai pas abandonné. J'avais demandé celui-là parce que j'étais curieuse, en fait, de voir l'écriture avec Catherine Jacobsdottir, qui est connue d'ailleurs pour être féministe et tout ça. Honnêtement, je m'attendais, peut-être que c'est ça qui m'a déçue aussi, je m'attendais un peu plus de féminisme dedans. Mais bon, ça va. C'est pas un livre spécialement féministe, mais c'est pas un livre anti-féministe non plus, hein, donc... mais voilà.
Ouais, c'est vrai, Nelly. Oui, après, voilà, évidemment, ça se passe dans les années 80. On aime bien aussi ce côté-là. C'est vrai. C'est vrai que ça, c'était. C'est vrai que ça, c'était sympa aussi. J'avais un peu l'impression ça me donnait. Ça me faisait penser un peu à ces vieilles séries des années 80, un peu où il y a des enquêtes, mais un peu posées. Alors, j'allais dire à la Derrick, mais bon, Derrick, c'est un peu. Je sais que Derrick, c'est très critiqué et tout, mais en vrai, ma mère, elle adorait Derrick. Alors, moi, je regardais pas, ça m'intéressait pas parce que j'étais trop petite. Mais vraiment, il y avait ce côté un peu ambiance, un peu froide des enquêtes policières des années 80, comme ça. J'aimais bien cette ambiance. Voilà. J'aimais beaucoup cette ambiance. Donc ouais, franchement, c'était très sympa. Vraiment très sympa à lire. Voilà. Je ne peux que vous le conseiller. Et du coup, voilà, je tenterai un autre de cet auteur, évidemment. Ensuite, alors celui-là, c'est le tout dernier que j'ai lu, qui n'était pas censé être dans ce bilan, mais du coup, ben, je l'ai fini tout à l'heure. L'homme qui haïssait les femmes de Élise Fontenaille. Non, je suis pas au courant pour l'acteur de Derrick. Ah si, il y a eu un truc autour de lui. C'était quoi, pédophilie ou quelque chose comme ça, non? Je sais plus. Il y avait eu un truc, ouais. Mais bon, non, c'est pas qu'il y a prescription. Évidemment qu'il n'y a pas prescription, mais je veux dire, il est mort depuis longtemps et voilà quoi. J'avoue que c'était pas. Moi, je m'en foutais un petit peu de Derrick, donc. Non, c'est pas ça? D'accord, OK. Bon, bah, je regarderai ça après alors. Gaël, je sais pas ce qu'il a fait. C'est Horst Tapper, l'acteur de Derrick, je me souviens. Je sais pas ce qu'il a fait. Ah! Ah, C'était un SS, j'imagine. OK. Un collabo. Ouais, c'est fort possible. C'est fort possible. Ah là là, bah ça, hein, écoute, voilà, hein. Voilà, voilà. Bon, en parlant de néo-nazis, donc l'homme qui a essayé les femmes, que j'ai lu, ouais, en vrai, je l'ai lu d'une traite, il était très court, hein, il était très très court. Et qui va revenir, donc on est encore dans un genre de true crime aussi, hein, qui va revenir sur la tuerie de l'école polytechnique à Montréal, cette fois je me trompe pas, en 1989. D'accord, OK, Safaya, merci. Ouais, mais je l'avais vu. Je l'avais vu, mais juste je me souvenais pas, je m'en souvenais plus. Mais, ouais. Mais oui, j'avais vu cette histoire. Donc ouais, tuerie en 1989. Et d'ailleurs, j'ai appris, j'étais très étonnée, j'ai appris que c'était la toute première, dans ce livre, hein, donc, que c'était la toute première tuerie de masse en Amérique du Nord, en 89. Ça me paraît assez tard, mais en fait, oui, parce que oui, Columbine, c'était plus tard, etc. Après, il y en a eu plein. En vrai, il y en a eu plein. Mais j'aurais pensé que ça serait plus tôt que ça. Donc, je sais pas, je sais pas du tout ce qu'il faut en conclure. En vrai, j'ai envie de me renseigner plus sur la question parce que c'est quand même assez étonnant. Mais voilà, c'était la première tuerie de masse. Donc, c'est un homme, jeune homme, qui a pénétré donc dans l'école polytechnique de Montréal et en fait, en gros, il a dit les femmes d'un côté, les hommes de l'autre et il a abattu froidement toutes les femmes. Alors toutes ne sont pas mortes, hein, mais en tout cas, il a tiré, même ensuite en repartant, il a tiré sur toutes les femmes qu'il a vues. Voilà. Et ensuite, il s'est suicidé et il avait laissé une lettre qui expliquait son geste, comme quoi il n'en pouvait plus des féministes et que voilà, que ça lui gâchait la vie, etc. Et que donc elles devaient toutes mourir. Voilà. Première, non seulement c'est la première tuerie de masse, mais c'est la première tuerie masculiniste. Alors pas les premiers meurtres, hein, parce que évidemment les féminicides, ça a toujours existé. Mais voilà. Ouais, alors ça a dû me plaire, oui et non. Enfin, ça me plaît pas qu'on tue des meufs, hein, clairement.
Mais oui, c'était assez marquant. Mais en vrai, moi, ce qui m'a vraiment marqué dans ce livre, c'est le résultat de tout ça. Moi, je m'attendais justement à ce que ça ait lancé un élan féministe en mode, ben voilà, voilà ce que font les hommes. Voilà la preuve qu'on est détesté et tout ça en tant que femme. Du coup, soyez féministes les gens. Mais non, ça a eu l'effet inverse en fait. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que, enfin ce qui se passe, je vais pas raconter tout le livre, hein, je vous rassure. Mais en gros, voilà, alors j'ai appris aussi, ça je le savais pas. Je connais pas l'histoire du Québec en vrai, je me rends compte. C'était quoi la grande noirceur, un truc comme ça. Tu me corrige-moi, Karine, si je me trompe. La période qui allait de la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'aux années 60, c'était la Servante écarlate au Québec, hein, mais littéralement, parce que, en gros, donc, le Québec était complètement sous influence religieuse. Il n'y a eu aucune séparation de l'Église et de l'État, vraiment, c'était l'Église qui dominait tout. Oui, c'est ça, d'accord, la grande noirceur. Et, et en fait, et donc les femmes devaient être soumises à leur mari. Enfin, c'était un truc horrible. C'était une période absolument horrible. Je ne connaissais pas ça. J'étais choquée. Et le truc, c'est que le jour où enfin le Québec a réussi à se sortir de là, il y a eu un grand mouvement féministe qui s'est créé petit à petit. Et le Québec a été très 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 en avance au final sur d'autres pays occidentaux. Enfin, le Québec, c'est pas un pays, mais bon, vous m'avez comprise. Sur le féminisme, vraiment, et toujours aujourd'hui d'ailleurs, hein, clairement. Et voilà, les prêtres allaient dans les maisons pour voir si les femmes étaient enceintes ou pas. On est d'accord que c'est totalement la Servante écarlate, quoi. Mais personne n'en a parlé de ça. Mais je suis choquée, putain. Mais pourquoi on n'en parle pas plus de cette histoire-là? C'est quand même ouf. C'est quand même hallucinant. Parce que là, on dit, oui, on retourne dans la Servante écarlate. Enfin, on arrive plutôt dans la Servante écarlate avec les avortements interdits, mais on oublie que c'était récent, là, quand même, au Québec. Enfin, bon. Et du coup, voilà, le Québec était très en avance sur le féminisme, etc. Jusqu'à cette tuerie de 1989 qui a fait, en fait, reculer le mouvement féministe, ce qui est complètement illogique, en vrai. Mais parce qu'en gros, c'était genre, bah voilà ce qui arrive à cause des féministes, quoi. C'était un peu ça. À cause des féministes, les hommes, ils tuent des femmes. Mais en fait, non, c'est juste l'inverse. C'est parce que les hommes tuent des femmes qu'il y a du féminisme. C'est l'inverse, il faut pas confondre la cause et la conséquence, quoi. Ah, du coup, j'étais trop choquée par rapport à ça. Bref, du coup un livre qui m'a énervée, mais que en même temps j'ai énormément aimé parce que évidemment Élise Fontenaille, elle se place, on comprend qu'elle se place du côté féministe, hein, voilà, et pas en mode ouais t'as vu non. Par contre ce que j'ai pas compris c'est pourquoi les noms ont été changés parce que donc le meurtrier c'est Marc Lépine et son nom a été changé en Gabriel Lacroix, j'ai pas trop compris alors que surtout qu'elle le cite à la fin, elle dit Marc Lépine mais du coup pourquoi le nom a changé, c'est bizarre. Je sais pas. Bon, c'est surtout parce que c'est vraiment raconté de façon très factuelle. C'est pas comme, je veux dire, c'est pas comme la série Sambre où ils ont changé les noms parce que là c'est romancé. Là non, c'est totalement factuel. Du coup, j'ai pas compris pourquoi ils ont changé le nom. C'est trop bizarre. Mais bon, voilà. Je sais pas, Safaya. Ah oui, d'accord, Karine. Ouais, je comprends mieux. Ouais. Ah mais c'est ouf, hein. Franchement, j'étais choquée. Et donc voilà, donc très court ce livre, mais totalement passionnant parce que bah, déjà, voilà, j'ai appris des trucs sur l'histoire du Québec, sur l'histoire du féminisme au Québec, sur plein de choses. Et donc voilà, et plus que jamais, il faut être féministe, quoi. Il faut être féministe. Donc voilà, je vous raconte pas d'autres choses parce que je pense que le livre est trop court et après je vais tout vous raconter. Donc non, je vais m'arrêter là. Parce que je serais capable de vous raconter tout le livre, moi, tellement ça m'a tellement ça m'a passionné quand même. Mais voilà. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, donc j'ai lu, enfin ensuite, c'était avant, mais j'ai lu l'affaire Rambla ou le fantôme de Ranucci de Agnès Grossman. Donc là, donc oui, c'était la semaine True Crime, hein.
Donc Agnès Grossman revient sur cette fameuse affaire qui a beaucoup marqué la France dans les années 70, l'enlèvement et le meurtre de Marie-Dolores Rambla, donc une petite fille de 8 ans, par un homme de 20 ans qui s'appelait Christian Ranucci et qui a été un des tout derniers condamnés à mort en France et dont la culpabilité a été longuement décriée en fait, voilà. Ça a donc relancé le débat sur la peine de mort. Enfin, c'est pas que ça a relancé le débat sur la peine de mort, c'est que ça a accéléré en fait le processus d'abolition de la peine de mort. Complètement, en vrai. Du coup, c'était extrêmement passionnant. Extrêmement passionnant. Et surtout, ce qui est encore plus ouf dans cette affaire, c'est que donc Marie-Dolores Rambla, la petite gamine de 8 ans qui a été tuée par Christian Ranucci, elle avait un petit frère qui s'appelle Jean-Baptiste, qu'on appelle Jean d'ailleurs. C'est Marie et Jean en fait. Et Jean, en fait, donc il avait 6 ans. Il était avec sa sœur quand elle a été enlevée, donc il a vu l'homme qui l'a enlevé, mais il était trop petit pour vraiment, voilà, vraiment s'en rendre compte, etc. Et le truc, c'est que le père qui est pas du tout un père modèle, qui est un immigré espagnol, c'est pas pour ça qu'il est pas modèle, hein, qui est un immigré espagnol, ça se passe à Marseille, qui est le genre de père qui marche au ceinturon, vous voyez ce que je veux dire. Il a reporté la culpabilité sur son fils de 6 ans. Voilà, et donc le fils, il a été traumatisé à vie en fait. Hein. Il a plus été traumatisé par du coup le fait que son père lui fasse porter la culpabilité que par la mort de sa sœur en elle-même, même si évidemment il a été traumatisé par ça aussi. Mais du coup il a vécu avec cette culpabilité toute sa vie. Pour lui c'était de sa faute si sa sœur était morte. Oui, j'ai vu qu'il y avait un film, Karine, il faudra que je regarde ça. Ce n'était plus l'affaire Marie-Dolores. Ouais. C'est ça, Steph. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais y venir. J'allais y venir à cette histoire. Et donc Jean, parce que du coup, le livre commence par là. Le livre commence par un flash forward, on va dire, où Jean est adulte et Jean, le petit gamin de 6 ans, qui se sentait coupable, Jean a lui-même tué une femme. Même 2 femmes d'ailleurs. Voilà. Donc Jean est devenu à son tour un assassin et la boucle est bouclée, j'ai envie de dire. Et donc le livre va commencer par là et on va remonter le temps pour raconter tout ce qui s'est passé. Ah oui, c'est vrai, Safaya, tu as raison. Tu as raison. Et donc voilà, ce qui se passe, c'est que dans cette histoire, effectivement, donc c'est quand même l'histoire à la base d'une famille meurtrie parce qu'ils ont perdu leur petite fille. Mais le problème, c'est que donc Christian Ranucci, alors franchement, honnêtement, il a précipité sa mise à mort, hein, parce que ce con-là, il était tellement persuadé que comme il y avait un doute, pourquoi il y avait un doute? Parce que sur la scène, on avait retrouvé un pullover rouge, c'est pour ça qu'on parle de l'affaire du pullover rouge aussi, qui ne lui appartenait pas. Et en plus, il semble y avoir eu une confusion de voiture aussi, parce que lui, il était dans une 205... non, c'est pas 205, une Peugeot, 209, une Peugeot en tout cas, non, 304. Bref, une vieille Peugeot. Une vieille Peugeot 304, merci Steph, c'est bien ça. Dans une 304 et les témoins avaient vu une Simca 1100. À l'époque, il y avait une marque Simca. Et du coup, voilà. Et donc, il va jouer sur cette confusion qui fait que, en fait, on n'a pas la preuve ultime de sa culpabilité. Et il est persuadé, Ranucci, qu'il va s'en sortir, qu'il va être acquitté. Et le problème, c'est que ce con-là, du coup, il refuse de plaider coupable. Et en plus, il fanfaronne au tribunal.
Ce qui va évidemment... alors même que l'avocat de la partie adverse, qui était Gilbert Collard d'ailleurs, hein, l'avocat des Ramblas, alors même que Gilbert Collard, qui ne réclamait pas la peine de mort, c'est ça le pire du pire, mais en fait, le juge a écouté l'opinion publique qui disait à mort, et voilà. Donc en vrai, Ranucci s'est précipité tout seul dans sa tombe. Hein. Mais le truc, c'est que, voilà, ce qui va se passer, c'est que, quelques temps plus tard, il va y avoir un livre écrit par un certain Gilles Perrault, qui s'appelle Le pull au vert rouge, et qui va revenir sur l'affaire, et qui va, soi-disant, montrer plein de preuves comme quoi Ranucci est innocent. Et bon, l'autrice donc, nous explique bien que, évidemment, tout a été débunké, hein, tout est expliqué, et qu'il y a plein de fake dans cette histoire, quoi. Mais le truc, c'est que ce livre a suffi à semer le doute, parce que ce livre a fait un carton dans le grand public, il a suffi à semer le doute parmi les gens, dans l'opinion publique, en fait, et du coup, tout le monde a crié. Alors que c'est quand même ouf comme les Français peuvent retourner leur veste quand même. Hein. Genre, donc, au moment du procès de Ranucci, même avant qu'il fanfaronne, déjà, tout le monde gueulait à mort, à mort. Et d'un coup, ah bah non, mais Ranucci, ah bah non, mais il fallait pas le tuer, enfin, il était innocent. Voilà, bon, bref, c'est vraiment le truc. Ah oui, mais non, mais c'est clair, non, mais clairement, enfin voilà, la culpabilité, elle fait aucun doute de Christian Ranucci, mais par contre, moi je suis d'accord qu'il n'aurait pas fallu le mettre à mort, en vrai. En vrai, je suis d'accord avec ça, mais parce que bon, je suis foncièrement, déjà d'une part, je suis foncièrement contre la peine de mort. D'autre part, c'était un gamin, entre guillemets, il avait 20 ans. Alors ça n'excuse rien, attention, hein, je suis pas en train de dire c'est pas grave s'il a tué, non, pas du tout, mais bon, la peine de mort, quoi, c'est surtout la façon dont il est exécuté, c'est vraiment horrible. C'est vraiment horrible, ça m'a vraiment choqué. Franchement, j'ai aucune humanité là pour le coup, c'est rien à battre. On le sort du sommeil à 4 heures du matin. On l'emmène à la guillotine, juste une dernière cigarette, un dernier truc, une dernière parole, allez hop, en 20 minutes. Elle disait en moins de 20 minutes, c'était fait. Et tu es en train de dormir, parce que le pire, c'est qu'il ne le savait pas. En fait, c'est ça qui est horrible, c'est que tu ne sais pas quand tu vas mourir, tu sais. Donc, tu es en train de dormir, on te tire du truc, hop, on te fout la tête sous la guillotine, et voilà, c'est fini. Waouh. La violence, quoi. Mais, voilà. Et en vrai, moi, j'étais pas toujours d'accord avec l'autrice dans le sens où, alors oui, je suis tout à fait d'accord que c'était abusé le livre, machin, c'était abusé totalement le traitement de la famille Rambla qui était, voilà, plus personne n'avait rien à foutre d'eux en fait, alors qu'ils avaient perdu leur fille quand même, c'était vraiment ça, c'était genre il y en avait que pour Ranucci, ça c'était abusé. Par contre, ça aura au moins eu le mérite de, de pointer du doigt la problématique de la peine de mort en fait. Parce que oui, ok, au vu de ce qu'a dit l'autrice, on voit que, a priori, oui, il est coupable. Ok, mais n'empêche qu'on est en droit de se dire qu'il y a un doute, en fait. On est en droit de penser qu'il y a un doute. On ne sait pas ce que c'est, voilà, ce que vient faire ce pull au vert, le truc des voitures, il y avait 2, 3 trucs comme ça, qui instillent le doute, et tu dis, ouais, mais si jamais c'était pas lui. Et du coup, il peut pas y avoir de... Alors là, je crois qu'il y a eu quand même une révision du truc et qu'au final, voilà, on a vu qu'il était coupable, ok. Mais n'empêche que, si ça avait pas été le cas... Et du coup, je trouve que ça aurait... Ouais, enfin, chaise électrique, je suis pas sûre que ce soit bien. Euh, voilà, au moins, ça aura au moins eu le mérite de faire abolir... d'ajouter, en fait, à l'argument pour l'abolition de la peine de mort. Et moi, je dis, bah, quelque part, c'est pas plus mal, quoi. Quelque part, ça aura accéléré le processus. Oui, alors ça aussi. Merci, Steph, de recentrer le débat, j'allais dire, parce que j'ai failli oublier, parce qu'en plus, c'était un truc que je voulais absolument dire. Merci. Un truc qui m'a saoulée avec l'autrice.
C'est fou, je l'ai mis plus haut que les autres là, mais parce qu'il m'a passionné ce livre et je pense qu'il est extrêmement intéressant pour plein de choses en fait, donc c'est pour ça que je l'ai mis aussi haut. Mais il y avait quand même des points de dissonance en fait, il y a quand même des points de dissonance. Pour moi, voilà, le gros problème c'est que vraiment elle excusait totalement Jean Rambla. Donc Jean Rambla, je rappelle, hein, le frère de la gamine assassinée, qui donc tue deux femmes. Alors la première femme, j'allais dire passe encore, non, pas passe encore, pas du tout, non, certainement pas. Mais je veux dire, non, on peut pas comprendre. Merde, bon, je ne dis rien. La première femme, c'était sa maîtresse. La première femme, c'était sa maîtresse. Il n'y a aucune excuse au fait, surtout moi, la féministe, c'est pas moi qui vous dire ça. Il n'y a aucune excuse au fait de tuer une femme, peu importe qui c'est, et peu importe si on a souffert. Mais la première femme, c'était sa maîtresse. La deuxième femme, c'était une inconnue. Et il décide de la buter. Pourquoi ? Parce que, en fait, le pauvre chéri, il a tellement été maltraité parce que tout le monde lui a rejeté la culpabilité. Et en plus, il y a eu l'affaire du pull vert rouge, voilà, qui a jeté l'opprobre sur la famille, etc. Et du coup, il s'est senti, voilà, il était tellement persécuté que, en fait, il y a un mec avec sa copine qui l'a regardé, qui l'a mal regardé, c'est un peu ça, enfin, je sais plus ce qui s'est passé, il y a une altercation, bref. Et il décide d'aller tuer la copine. Pas le mec, hein, pas le mec qui l'a agressé, non, la copine. Et alors, je rajoute une couche parce que l'autrice, elle en parle pas quand même, je sais pas, mais bon, personne va dire ce qu'il en est parce que, comment dire, que les deux femmes, qui n'avaient rien à voir l'une avec l'autre, hein, qui ne se connaissaient pas du tout et tout ça, les deux femmes étaient noires. Voilà. Donc, à un moment, est-ce qu'il faudrait pas dire les termes quand même que le putain de Jean Ramblas était un connard sexiste et raciste et qu'il s'est servi de son excuse de oui mais je suis triste parce que j'ai perdu ma soeur et puis on m'a trop persécuté pour buter des femmes noires quoi. Arrêtons les conneries 2 minutes. Putain, et ça m'a énervé qu'on en parle pas. Merde, j'aurais dû baisser ce livre en fait. Pourquoi je l'ai mis aussi haut Non, franchement, là, c'est vrai que là, franchement, pour le coup, c'était abusé de la part de l'autrice de pas de aucune analyse sociologique à ce sujet, quoi. Je veux pas dire, mais non, et on ne tue pas. Et encore une fois, on ne tue pas parce que on a été persécuté. Non, c'était pas une excuse pour tuer des gens. Truc de fou, quoi. Ouais, mais c'est ça, ouais. C'est ça, Steph. Ouais, non, mais c'est clair, non, mais c'est clair, c'est clair. Non, mais clairement, il avait des problèmes psychologiques, mais à un moment, merde, quoi. Bref, bon, voilà. Donc voilà, non, mais sinon, non, en vrai, il était vraiment bien ce livre parce qu'il était très factuel, mais c'est vrai que cette partie-là sur Jean Rambla m'a un petit peu agacée. Ah oui, non, mais c'est clair qu'il vaut pas mieux que Ranucci, hein, pour moi, les deux. Et alors, en plus, le truc ironique, quand même, c'est que du coup, la peine de mort est abolie. Donc, du coup il y échappe. Et là, alors les gens bien cyniques qui disent à son père: ah bah là, vous êtes content hein, que la peine de mort ait été abolie. Ah putain. Ah là là. Non, elle tente pas du tout d'expliquer. Enfin, non, ouais, non, mais moi je trouve pas qu'elle tente d'expliquer. Elle dit juste oui, mais il a été traumatisé, vous me comprenez? Non, enfin, moi je trouve que ça, à aucun moment, ça, c'est une excuse pour tuer des femmes en fait, surtout les femmes. Si elle dit un moment quand même, juste ça, mais bon, ça suffit pas pour moi. Elle dit que c'est pas normal qu'il ait tué la copine et pas le mec. Et puis pourquoi aussi, et pourquoi il n'est pas allé tuer Gilles Perrault, tant qu'à faire, puisqu'il fallait... Donc oui, elle souligne quand même la lâcheté du cas, parce que clairement, il faut être lâche pour s'en prendre à des meufs, alors que à des nanas qui n'ont rien fait hein, dans l'histoire en plus, plutôt que d'aller s'en prendre directement aux gens qui lui posaient problème. Bah, t'avais qu'à aller tuer les mecs qui te faisaient chier, quoi. En gros, c'est ça. Elle le dit, ça, quand même. Ça, elle le dit. Mais après, je la trouve un petit peu trop gentille, quand même. Coucou, Karine, ça fait plaisir de te voir. J'espère que tu vas bien. Mais oui, après, c'est vrai que, voilà, c'est vrai que on a vraiment la conclusion de sa famille qui est maudite, tout ça, tout ça.
Moi, je la trouve un peu gentille avec les Ramblas, sachant qu'en plus, le père, ça se voyait que c'était un peu un connard aussi, hein. Déjà, rejeter la faute sur le gosse et tout ça, bon, voilà, voilà. En fait, dans cette affaire, on se rend compte que de tous les côtés, il y a des problématiques, quoi. C'est un truc de fou, hein. C'est limite, le plus choquant dans cette histoire, c'est que limite, le mec le plus sain d'esprit dans cette histoire, c'est Gilbert Collard. Quand on en arrive à ce niveau-là, quand on en arrive au niveau où le plus sain d'esprit, c'est Gilbert Collard, euh, je me dis que on, on perd foi en l'espèce humaine, là. Fut un temps où Gilbert Collard était un bon gars, voilà, sachez-le. Malheureusement. Peut-être que justement, je pense qu'il a été tellement désabusé. Bon, ce qui n'est pas une excuse non plus pour devenir un vieux facho, mais... Ah oui, non, mais c'est clair, la victime, rien à battre, hein. Alors là... Ah, ça y est, t'es de retour de tous tes voyages, Karine. Tu te reposes un peu chez toi. Enfin, tu te reposes dans le sens se poser de nouveau, pas dans le sens se reposer. Donc voilà pour celui-ci. Mais franchement, il m'a quand même passionné ce livre en vrai, parce que c'est pour ça que je le mets aussi haut. Je pense que j'ai appris beaucoup de choses. J'ai vraiment appris beaucoup de choses sur l'époque, sur l'opinion publique aussi, voilà, qui est en mode girouette. Enfin, et tout le truc autour de la peine de mort, c'était extrêmement intéressant, vraiment. Voilà. Je sais pas, je pense pas avoir oublié quelque chose d'important. Donc je passe à la suite. Ouais, il se lit super bien, c'est clair. Je l'ai assez bouffé. Alors, ADN de Yrsa Sigurdardóttir. Donc, petit thriller islandais, premier tome d'une saga. Et ben, c'était génial. C'était génial. C'est pas, alors, il fait pas partie de mes coups de cœur. Vous avez vu qu'il y avait 3 coups de cœur quand même. Mais c'était excellent. C'était excellent. Très bonne enquête. Donc, on va être... Alors, c'est vrai qu'elle était assez passionnante cette enquête quand même. Donc, c'est une femme, au début, c'est une femme qui est assassinée de façon... C'est une mère de famille, jeune mère de famille, qui est assassinée de façon absolument horrible. Non, je vous le dirai pas. D'ailleurs, elle maintient un peu le suspense, l'autrice, sur la façon à chaque fois dont sont assassinées les personnes. C'est vraiment, c'est vraiment assez horrible, on va pas se mentir. Euh, et en fait, donc, la police, évidemment, va être mise là-dessus. Mais aussi une psy qui travaille dans un organisme qui s'occupe des enfants, en fait, en particulier. Parce qu'on va faire appel à elle, parce que du coup, elle a laissé donc une gamine. Elle a laissé 3 enfants, mais en particulier une gamine qui a vu l'assassin. Voilà, gamine de 8 ans, si je ne me trompe pas, comme Marie-Dolores Rambla, qui a vu l'assassin et du coup, ben voilà, elle est chargée, la psy, c'est Freya, elle s'appelle, elle est chargée, la psy, hein, elle est chargée de, ben du coup, de faire en sorte d'interroger la gamine sans, voilà, c'est une opération très délicate, hein, s'il en est. Et en parallèle, on va suivre un jeune homme avec ses potes, un jeune homme qui est passionné de CB. Donc, vous savez, cette espèce de radio donc, se trouve souvent dans les camions, voilà, qui permettent en fait d'écouter des communications internationales, mais voilà, en fait, c'est souvent par code, etc. Donc, il faut comprendre quand il y a des choses qui s'adressent à nous en particulier. Bref. Salut Ronald, bonne nuit. Merci d'être venu. Pas de souci. Et donc un passionné de CB qui va en fait percevoir des... Donc il écoute à l'international du coup, et il va percevoir des mots en islandais. Je dis tiens, c'est rare quand même, l'Islande c'est quand même un tout petit pays. Et il se rend compte que c'est une suite de chiffres. Et donc il va noter ces chiffres, et là il va se rendre compte qu'il s'agit de son numéro d'identification. Donc en Islande, ils ont des numéros d'identification en fait qui leur sont propres, un peu comme notre numéro de sécurité sociale, quoi. Et voilà, c'est son propre numéro d'identification. Donc évidemment, what the fuck. Et puis,
il va donc percevoir d'autres numéros d'identification qu'il va noter. Et évidemment, il va s'avérer, mais lui il ne le sait pas, que ce sont les numéros des premières victimes, parce qu'il ne va pas y avoir que la première mère de famille, il va y avoir d'autres victimes du même homme. Voilà. Et donc on va suivre comme ça cette enquête. Et c'était extrêmement passionnant. J'avoue que pour le coup, c'était très très bien ficelé. Là, la dose avec la vie privée des enquêteurs, c'était nickel. J'ai beaucoup aimé le personnage de Freya. C'était intéressant parce qu'elle était réaliste. Elle était réaliste avec ses problèmes perso qui étaient assez réalistes aussi. Donc ouais, je me suis plutôt bien attachée au personnage et extrêmement intéressant. Extrêmement intéressant voilà, cette histoire, les twists finaux, tout. J'ai pas grand chose à dire, je ne vais pas m'éterniser sur ce livre en vrai parce que j'ai pas grand chose à dire contrairement à d'autres, mais juste j'ai adoré, j'ai vraiment adoré et j'ai très envie de lire la suite, de continuer les aventures de Freya. Le flic, j'ai oublié son nom, Jonas, enfin Jonas du coup plutôt, voilà. Donc Freya et Jonas. Voilà, mais j'ai rien de plus à dire. Mais par contre, ouais, celui-là, il me marquera un petit peu plus que Reykjavik parce que vraiment, c'était extrêmement bien foutu. Il y avait des passages assez marquants et voilà. Et puis surtout, c'est un début de saga que je vais continuer. Contrairement au Silence de la Ville Blanche, qui est aussi un début de saga, d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais euh, voilà, c'était non. Donc voilà pour celui-ci. Alors voilà, on arrive dans mes coups de cœur, donc les 3 premiers livres, mes préférés. Et dommage, il n'y a pas Adeline. Il n'y a pas Adeline parce que c'est quand même elle qui m'a recommandé chaudement ce livre, Paranoia de Joseph Finder. Honnêtement, je ne m'attendais pas à autant aimer. Surtout, en vrai, j'étais partie, en fait, c'est ouf parce que j'étais partie un peu à l'aveugle. Je sais pas, juste le titre. Juste le titre, il était dans ma palle, il était dans ma liste de livres à lire dans ma vie parce que j'avais vu que c'était un roman noir, un classique du roman noir assez connu, assez recommandé, voilà. Je savais pas du tout de quoi ça parlait. Et quand Adeline m'a dit «Ah, celui-là, faut trop que tu le lises, il est génial et tout», je me suis dit «Bon, ça s'appelle Paranoia, en plus j'aime bien, moi j'aime bien les histoires de paranoïa», donc j'y suis allée un peu à l'aveuglette, je savais pas du tout de quoi ça parlait. Et quand j'ai commencé à lire, je vous avoue que sur le moment, j'ai un peu déchanté. J'étais en mode oh putain. On part dans une histoire, salut Solveig, on part dans une histoire d'espionnage. Alors déjà, moi, j'aime pas du tout les romans d'espionnage. Mais là, c'est pas l'espionnage géopolitique, tout ça, entre les pays, tout ça. Non. Là, c'est de l'espionnage inter-entreprise, en fait. Voilà. C'est de l'espionnage, pas industriel, mais... ah, ça porte un nom. J'ai oublié. Bref. Vous voyez ce que je veux dire. Et donc voilà, ça partait comme ça. Mais bon, j'étais en mode, ouais, bon, je suis pas sûre que ça va me plaire. En plus, mode chant. Ah non, 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 tu n'as pas le droit de faire ça. Je suis en train d'enregistrer pour YouTube. Voilà, t'auras juste ça parce que non, c'est juste pas possible. Je suis en train d'enregistrer pour YouTube, je veux pas me mettre à chanter. Surtout que bon, je veux finir assez vite. Il me reste encore 3 livres et tu vois, un autre moment, quand on sera en chill ou quoi, oui, mais voilà. Donc, voilà, du coup, je partais en mode, oh là là, dans quoi je m'embarque? En plus, il est super long et tout, il fait genre plus de 600 pages. J'ai eu peur. J'ai eu peur au début. J'ai eu peur au début. Et en fait, c'était génial. Donc, c'est un jeune homme, en fait, qui est un jeune homme intelligent, mais qui est pas très, comment dire, voilà, il bosse dans une entreprise de télécom.
une grosse entreprise de télécom aux États-Unis. Alors évidemment, c'est une entreprise fictive hein, dans l'histoire, mais il y a beaucoup d'entreprises pas fictives qui sont citées, hein, genre Microsoft, Apple, tout ça. Et donc on est en 2003, au début des années 2000 en tout cas. Donc c'était vraiment au début des portables et tout ça, hein. Donc lui, il est dans une entreprise de télécom. Lui, bon, c'est un employé de bureau très basique. En fait, il fait pas trop de zèle. Voilà, il fait pas trop de zèle. Il est jeune en plus. Bon, voilà. Il fait juste son salaire et puis c'est tout. Alors que c'est un mec plutôt intelligent. Et un jour, en fait, il décide. Je sais plus pourquoi d'ailleurs. Il y a une raison. Mais en fait, il y a un mec qui s'en va à la retraite. Et en fait, il trouve qu'il a jamais été. Alors, c'est un mec de la sécurité, je crois, un truc comme ça. Et il trouve que ce mec, il a jamais été vraiment remercié pour ce qu'il avait fait. Et qu'on s'en fout un peu. Parce que tout ce qui compte, c'est les grands pontes. C'est le comité de direction, tout ça, hein, évidemment. Et du coup, il décide, en fait, d'aller hacker. Enfin, d'aller détourner des fonds, en gros, hein, voilà, d'aller détourner des fonds de l'entreprise pour lui organiser un putain de pot de départ de ouf. Voilà. Ça commence comme ça, en mode le truc de folie. Sauf que, évidemment, il va être grillé assez rapidement. On va vite griller que c'est lui qui a détourné les fonds et tout. Et donc, il va être convoqué par son boss qui va lui dire, alors il se fait remonter les bretelles par son supérieur direct, et en fait c'est le grand chef, le PDG en fait, qui va le convoquer au final et qui va lui dire, bon, on a vu de quoi vous étiez capable, parce qu'il a quand même réussi à détourner des fonds de l'entreprise et tout, c'est pas rien. Mais en même temps, vous êtes grave dans la merde, parce que là, vous risquez la prison et tout ça. Mais je peux vous sauver en vous proposant quelque chose. Voilà, ça sera de vous faire embaucher par nos concurrents et d'aller les espionner parce que apparemment ils sont sur un gros truc et on veut s'en emparer avant eux. On veut avoir apparemment c'est une nouvelle technologie révolutionnaire et tout, on veut absolument pouvoir s'en emparer avant eux. Donc voilà. Et donc ils vont le former et tout ça, ils vont même lui filer une voiture, des fringues, tout pour qu'il ait l'air classe et tout et donc ils vont le former pour qu'il se fasse passer pour un grand ponte qui est parti donc de chez eux et voilà pour arriver à se faire recruter chez la concurrence. Bon, évidemment, ça se fait pas aussi simplement que ça, hein, parce qu'ils sont quand même un peu méfiants en face, hein. Mais voilà, et donc on va suivre tout le cheminement de quand il va rentrer donc dans cette entreprise concurrente et comment il va faire pour arriver à espionner parce que c'est bien beau de se faire embaucher, c'est une chose, mais ensuite il faut la trouver, la technologie et tout ça, parce que c'est pas n'importe quel employé lambda qui a accès, évidemment. Et donc on va suivre un peu toutes ces manigances et tout ça. Mais le truc, c'est que ce qui va se passer, c'est que son ancien patron, c'est un connard, on va pas se mentir, et son nouveau patron, c'est un type super. C'est un type bien, il va trop s'attacher et tout ça. Et du coup, il va commencer à culpabiliser. Et donc, on va avoir tout le truc de... donc, d'un côté, donc ça va être deux comment dire, deux plots, quoi, qui s'entremêlent. Donc, d'un côté, comment il va arriver à avoir à trouver cette nouvelle technologie, comment il va faire pour pas se faire prendre, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de suspense là-dessus. C'est ça, moi j'étais vraiment à fond en mode putain, il va s'incruster, à réussir à s'infiltrer à la RH et tout ça, machin, pour voler des documents. Enfin voilà, il y a tout plein de trucs comme ça. Et en même temps, il y a tout ce côté très humain, en fait, où ben, il commence à vraiment s'attacher à son entreprise, à son patron et tout ça, qui le voit limite comme un fils. Et du coup, il commence à culpabiliser de ouf. Il sait pas comment va. C'est un engrenage. C'est vraiment un engrenage de taré. Voilà, comment se sortir de là. Et c'était génial. Mais j'étais tellement à fond dans ce livre. C'est fou parce que c'est pourtant pas des thématiques qui m'auraient hypé d'ordinaire, on va pas se mentir. Mais la façon dont c'est raconté, je comprends pourquoi il a eu du succès ce livre. Je comprends, vraiment, c'est extrêmement bien raconté, c'est extrêmement bien écrit.
Quand Adeline, elle me disait, non mais t'inquiète, c'est un page turner, tu vois pas passer les 600 pages. Putain, bah effectivement, c'est un putain de page turner. C'est le genre de livre dont je parlais la dernière fois, vous savez, où on regarde pas où on en est en fait. Quand je regarde pas où j'en suis, c'est que je suis vraiment à fond dans le livre, j'en peux plus quoi. C'est vraiment, voilà. Donc formidable ce livre. Formidable. Vraiment un bijou de suspense et évidemment, il va y avoir des rebondissements, des révélations, tout ça, tout ça. C'était trop bien fait. Alors ça fait très, on voit que c'est un vieux thriller. Il a 20 ans, c'est pas non plus. Mais on sent en plus, on sent un peu l'ambiance des années 2000 et tout ça. J'aime bien. Et voilà. Par contre, il y a eu un film qui est sorti avec, alors pourtant casting de malade, Harrison Ford. Attends. Qui c'est qu'il y avait déjà? Ah merde, j'ai oublié. J'ai oublié que c'est qu'il y avait. Enfin bref, il y avait un casting de ouf. Et sauf que apparemment, le film a fait un flop total. J'ai regardé les avis sur Allociné et tout, c'était une catastrophe. Mais bon, t'as beau mettre tous les acteurs de ouf que tu veux, si c'est mal réalisé, bah voilà quoi, hein, c'est dommage, hein, parce que franchement, il y avait tout pour faire un pur film, mais bon, c'est comme ça. Donc du coup, d'un côté, j'ai quand même envie de voir le film, mais du coup, je me dis, ouais, mais je vais forcément être déçue, parce qu'apparemment, il est tellement mauvais, et du coup, je me dis, bon, est-ce que ça vaut le coup vraiment de voir le film, quand on a tellement kiffé un livre comme ça, on ne peut qu'être déçu. Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'était vraiment génial. J'ai kiffé. Donc merci Adeline, si tu m'écoutes, encore une fois, de m'avoir conseillé ce livre. Ensuite, donc celui-là, vous le connaissez forcément, Sambre de Alice Géraud. Donc, qui va être encore un true crime, qui va raconter l'histoire du violeur de la Sambre, donc celui qu'on appelait le violeur de la Sambre, qui est un violeur en série qui a agi entre 1988 et 2018. Pendant 30 ans, ils n'ont pas réussi à le prendre, pas avant 2018. Ils ont réussi enfin à le choper 30 ans après. Et ce fut laborieux, je vous le dis. Donc Alice Giraud va raconter vraiment les détails de l'affaire avec toutes les victimes, en tout cas les victimes connues, parce que je suis persuadée qu'il y en a d'autres qui n'ont jamais porté plainte et tout ça, c'était en 30 ans, voilà. Donc toutes les victimes, comment elles sont, est-ce qu'elles ont été portées plainte, comment, pourquoi, machin, les interrogatoires de la police, qui est catastrophique d'ailleurs, voilà comment a été menée l'enquête, etc. On est à chaque fois, il y a des ellipses à chaque fois, hein. En fait, il y a des vagues. Il y a des vagues comme ça. Il attaquait un peu par vagues. Et on va se rendre compte que en fait, c'est tout le long de la Sambre, hein, de la rivière de la Sambre. Donc, il va de Maubeuge à la Belgique. Et en fait, donc, déjà, il a fallu beaucoup de temps pour faire le rapprochement entre les viols, alors que pourtant, c'était obvious, c'était le même mode opératoire et tout ça, mais les flics étaient un peu teubés, on va pas se mentir. Alors vraiment, c'est une catastrophe, j'avoue. Alors, Alice Giraud, elle ne fait que reporter des faits, hein, attention, je précise, mais ce livre est totalement à charge de la police. Vraiment, vraiment, c'est une catastrophe. Parce que, d'une part, donc, il y a ça, le fait qu'à aucun moment, ils se disent c'est le même mec. Rien à battre. Ensuite, le traitement des victimes, culture du viol à donf. Donc c'est vraiment... mais comment t'es habillée, est-ce que t'as déjà eu des relations sexuelles, t'es sûr que tu dis pas des salades pour pas aller en cours, what? Voilà. Et ensuite, le racisme. Parce que, alors même, les meufs avaient beau dire, non mais c'était un blanc, rien à faire, les flics voulaient absolument que ce soit un noir ou un arabe. Ah oui, parce que sinon c'est pas drôle, il faut que ce soit un noir et un arabe, c'est obligé, évidemment, ça ne peut être que ça. Voilà, oh putain. Je vous jure que quand on lit ce livre, on déteste fort la police. Là pour le coup, c'est compliqué. Et ça a été comme ça tout du long. Vraiment tout du long, jusqu'à ce que, enfin, un commandant, oui, parce que lui, il n'a pas eu 5 sur 20 pour être recruté dans la police, hein, le commandant,
elle a un peu plus de neurones, donc il a fallu voilà, qu'un commandant un peu intelligent s'empare de l'affaire. Donc lui, il était affecté au cold case, et pour enfin arriver à faire quelque chose, quoi. Mais sinon, ce ne sont que des femmes qui ont agi, hein. Les juges, toutes les juges d'instruction qui se sont succédés, la maire d'un des villages, où il y a eu une vague à un moment, les documentalistes. La première personne qui a fait le lien avec les premières affaires de 1988, c'était une documentaliste. Et ensuite, elle a été rejointe par une seconde. Enfin voilà, et putain, heureusement qu'il y avait ces personnes, hein. Vraiment, parce que sinon, parce que même il y a même une psy, parce que pour dire c'est pas forcément toutes les femmes sont gentilles et tous les hommes sont méchants, parce que déjà il y avait ce fameux commandant. Voilà, et il y avait une psy par contre qui, elle, s'est foirée totalement en mode si, je vous jure, enfin, c'est sûr que c'est un mec qui est marginal, isolé, s'il a un travail, ça peut être qu'un travail précaire et tout ça, alors que le mec c'était un ouvrier super connu, comme le loup blanc, il était pote avec tout le monde l'adorait, rien à voir, rien à voir. Ouais, c'est ça, Odeya, ouais. Et d'ailleurs, je vais faire un petit point, série, parce que ça y est, j'ai vu la série, qui est excellente, qui est excellente. Cependant, j'ai un petit grief. J'ai un petit grief par rapport à la série qui m'a un petit peu agacée, surtout que j'ai eu confirmation en lisant un article sur ce sujet. Ça m'a un petit peu agacée. La série est très bien. Franchement, les acteurs sont géniaux. C'est très bien filmé. J'ai adoré le fait qu'il y ait chaque épisode soit centré sur une personne en particulier et sur une année aussi. Donc, voilà, c'est 88, 96, 2003, etc. Et oui, c'est clair, ça faille. Mais les juges, à chaque fois, elles se font évincer. Ouais. Et ouais, oui, c'est ça, Odeya. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc voilà, la série est excellente, pas de souci là-dessus. Par contre, ça a occulté totalement. Non, moi, je trouvais que c'était totalement consensuel avec la police. Je pense que voilà, service public, France 2, ils se sont dit bon, on va pas trop abuser sur la police parce que là, c'est vraiment trop à charge le livre, donc on va lisser le truc, hein, on va pas trop en faire. Donc on voit juste les flics qui sont un peu cons au début. Le flic principal qui est tout jeune quand il arrive en 88, il vient d'arriver. À la fin, enfin, je sais pas pour spoiler, mais bon, c'est pas très grave en même temps, mais voilà, en gros, il va finir par réaliser qu'ils ont fait une connerie et du coup, c'est lui qui va aider dans le truc. Alors que non, c'est pas du tout dans le livre, ça, c'est pas du tout dans le livre. Dans le livre, les flics sont cons du début à la fin, il n'y a pas de. sauf la cellule cold case. Donc voilà, non, et en plus, et donc j'ai vu un article qui disait oui, mais. On voulait montrer que ce sont les produits de leur époque et que maintenant c'est différent. Non. Moi j'étais choquée par ça. J'étais là, mais non, mais justement, ce qui est bien dans le livre, c'est que du début à la fin, les policiers sont à côté de la plaque et que du coup, et surtout, que du début à la fin, ils ne prennent pas les plaintes comme il faut. Ils insistent pas là-dessus dans la série. Ils le disent pas, alors que c'est vraiment, il y a des interrogatoires dans le livre, mais t'es outré, c'est horrible. Et my God, c'est vraiment choquant. Et du coup, non, mais c'est toujours pareil aujourd'hui. Ils sont pas formés, ces flics-là, ils ne sont pas formés à prendre des plaintes de viol, c'est tout. Donc à un moment, il faut le dire, quoi. Il faut pas dire, ouais, mais c'est l'époque. Non, c'est pas l'époque, c'est toujours pareil aujourd'hui. Moi, ça m'a révolté de voir ça m'a énervé. Et du coup, j'étais un peu agacée par rapport à ça sur la série, parce que je me dis, mais merde, ils ont tout fait quand même pour dire, non, mais c'est pas la faute des flics. Mais si, c'est putain de leur faute. C'est vraiment complètement de leur faute dans cette histoire si le violeur il a mis 30 ans à être arrêté, quoi. C'est un truc de fou. Le truc de quand il oublie de prendre l'ADN là dans la série, c'est genre il demande quand même déjà il demande à une meuf, ok, il demande à une meuf de prendre l'ADN et le mec s'est barré. Donc genre c'est pas la faute des flics. Alors qu'en fait, dans la vraie histoire, c'est parce que il oublie de le faire, il oublie de prendre l'ADN et il dit oh c'est pas grave de toute façon. Putain mais ça change tout quand même.
C'est merde, quoi. Putain, ça m'a énervé, ça, qu'il soit trop gentil et consensuel avec les flics, là, merde. Bisous, Safaya, merci d'être venue. Donc voilà, du coup, lisez-le. Si vous avez vu la série, lisez le livre. Même si vous n'avez pas vu la série, lisez le livre. Parce que vraiment, en plus, il y a un truc qui manque aussi dans la série, c'est on voit très peu de victimes en fait. Et ça donne une impression, alors on le dit à la fin, il y en a des dizaines, ok, mais ça donne quand même une impression de, il n'y en a pas beaucoup, c'est anecdotique. Dans le livre, on les voit toutes, enfin toutes celles qui ont été connues en tout cas, et on a leur background et machin. Là finalement, la seule qui a vraiment un vrai background et qu'on suit tout au long, c'est Christine, la première victime. Ce qui est très bien d'ailleurs qu'on la suive tout le long, parce que effectivement, ça c'est très bien. Ça c'est une très bonne idée de la série, parce qu'on voit effectivement le traumatisme qu'il y a suite à ce viol, etc. Donc ça c'est très bien. Bisous, Safaya, bonne nuit. Mais voilà, je trouve que c'était pas assez porté sur les victimes. Bon, après voilà, c'est des défauts de la série, mais en soi, c'était quand même une très bonne série. Vraiment, je vais pas faire la fine bouche non plus, hein. C'était une excellente série. Pour une série française, j'étais là, waouh, vraiment, vraiment bien wesh sur ce coup-là. Donc voilà, sombre, mais en tout cas, c'est vraiment, Alice Géraud, elle est très forte, vraiment. Et là, on sent l'empathie envers les victimes, on sent qu'il y a quelque chose. Et vraiment, j'ai pleuré en lisant ce livre. Vraiment. Je me suis énervée, je me suis aussi beaucoup, beaucoup énervée. Hein. Vraiment, c'était le truc, mais putain, je lisais le livre, mais putain, j'étais trop vénère. Mais j'ai aussi pleuré. Donc là, des émotions, j'en ai pas manqué. Ouais, franchement, Odeya, ouais. Vraiment franchement, excellente série française. Excellente série française. Que je recommande fortement. C'est juste que voilà, après, moi, voilà, par rapport au livre, j'ai été déçue de certains traitements. Mais bon, ça c'est comme ça, hein. Mais franchement, c'est déjà bien de voir la série, je trouve. C'est déjà bien d'avoir fait cette série, en vrai. Parce que c'est quand même très parlant sur pas mal de choses. Voilà. Je vous recommande les deux, livre et série. Et enfin, donc, le der des der. Alors, honnêtement, en vrai, si je suis très objective, pour moi, Sambre et Paranoïa sont de bien meilleurs livres que celui-ci. Mais c'est juste que il y a eu quelque chose qui s'est passé entre moi et ce livre. Il y a eu un truc, un livre qui est d'ailleurs plutôt décrié. Oui, bien sûr, Odéa, je suis tout à fait d'accord. Ça, je suis tout à fait d'accord, hein, je dis pas le contraire. Hein, on peut pas... Moi, de toute façon, je suis la première à dire que les adaptations, ça ne peut pas être fidèle au livre. Parce que justement, souvent, quand c'est trop fidèle au livre, c'est pas bien. Parce que c'est pas le même média, c'est pas... Voilà. Je suis tout à fait d'accord. C'est juste que j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus à charge des policiers, un petit peu moins consensuel, et qu'on voit peut-être un peu plus les victimes. Pour le reste, c'est parfait. Voilà. Donc le livre dont je parle, c'est Paternoster de Julia Richard. Oui, vraiment, objectivement, Paranoia, c'est presque un chef-d'œuvre. Hein. Paranoia, c'est un excellent livre. C'est meilleur que Paternoster. Sambre, c'est meilleur que Paternoster, même si, bon, c'est deux choses différentes. C'est difficile de comparer Sambre à un autre livre qui serait pas du true crime. Mais voilà, mais quelque chose s'est passé entre moi et ce livre. Je sais pas. Il était tellement original, tellement, je sais pas, il y a plein de références. Ouais, là, pour le coup, voilà, ça fait partie. Ça fait partie des livres qui me marqueront toujours, en fait, et c'est pour ça que je le mets comme ça. Mais en vrai, si j'avais été objective, je l'aurais mis en troisième position. Mais juste, je l'ai mis en premier. Pourquoi? Parce que je veux défendre ce livre, parce que je trouve qu'il est trop mal aimé. Ce livre est beaucoup trop mal aimé, je trouve. Voilà, en gros, donc, pour l'histoire, on va suivre... Bibi. On va suivre... c'est Dana. Je crois que c'est Dana, si je me trompe pas.
problème avec les prénoms, moi. Déjà, j'ai même pas dit. Dans Paranoia, vous avez remarqué, j'ai pas dit le prénom du héros non plus. Hein, pareil, j'ai complètement oublié le prénom du héros. C'est horrible. J'ai vraiment. C'est autant l'histoire va me marquer de ouf, autant les prénoms. Bref, donc c'est Dana, si je me trompe pas, qui est une jeune femme algérienne, enfin française, hein, mais d'origine algérienne, et kabyle, qui est en couple avec un jeune homme qui est plutôt issu, lui il est bien blanc en l'occurrence, il est plutôt issu d'une famille assez aisée, un peu aristocratique en fait. Et un jour, donc, il va lui proposer, donc ils sont un couple depuis quelques mois, il va lui proposer de rencontrer ses beaux-parents, enfin ses parents à lui, quoi. Et d'ailleurs, il y a son frère aussi. Et donc pour ça, il l'invite à passer quelques jours dans la maison familiale, en fait, la maison des parents, qui sont à Lyon. Donc eux, ils habitent à Paris, les parents sont à Lyon, enfin à côté, dans un village à côté de Lyon. Et donc elle se rend là-bas. Et alors de suite, quand elle arrive là-bas, l'atmosphère est un peu pesante. Des parents sont assez chelous, en fait. Voilà, on sent qu'ils sont moyennement accueillants. Ils sont souriants et tout ça, mais on sent qu'il y a un truc qui est un peu bizarre, en fait. Bon, Dana, elle met ça sur le compte du fait qu'elle soit pas blanche. Hein. Ouais, clairement, elle se dit, bon, c'est des aristos, évidemment, ils ont forcément un petit fond raciste et tout, ce qui n'est pas faux d'ailleurs, mais... voilà. Et puis bon, voilà, elle se dit, bon, c'est les premières rencontres, forcément, hein, ça va pas être parfait, hein, c'est toujours pareil, c'est toujours comme ça avec les beaux-parents, c'est compliqué. Donc au début, bon, elle se focalise pas là-dessus, mais plus ça va aller et moins bien ça va se passer. Elle va se rendre compte qu'ils ont quand même des rituels un petit peu chelous, ils sont très très archaïques, très très dans les trucs très traditionnels, mais trop en fait, trop bizarre. Ils ont une histoire de famille un peu, pareil, un peu chelou. Bon, bref, il y a plein d'éléments qui la mettent hyper mal à l'aise. Et en fait, bah, au fur et à mesure, voilà, elle va ressentir l'envie de partir, quoi. Mais bon, elle peut pas parce que c'est son copain et tout ça. Et donc, voilà, je m'arrête là parce que je m'arrête là. Mais en gros, on est vraiment dans une atmosphère très gothique, horrifique. Il y a plein de gens qui ont dit que c'est pas du tout horrifique et tout. Moi, je trouve que si, en fait, parce que moi, je trouve qu'il y a vraiment les codes horrifiques, les codes gothiques surtout, hein, parce que on arrive dans cette maison qui fait très domaine, un peu lugubre en fait, très aristocratique et tout ça, et où il se passe des choses quand même. Alors, on n'est pas dans le paranormal, hein, mais on est dans voilà quelque chose de quand même malaisant. Et du coup, voilà, je trouve qu'on est ouais dans cette ambiance-là. Et donc, moi, ça m'a fait de suite penser au film Get Out de Jordan Peele. Et d'ailleurs, c'est très marrant parce qu'elle y fait référence. Alors, c'est ouf parce que il y a une scène, en fait, bon, si vous avez vu le film, vous vous rappelez forcément de la fameuse cuillère dans la tasse. Et il y a une scène similaire dans le livre et la protagoniste dit elle, enfin c'est pas la protagoniste, c'est la belle-mère du coup qui dit elle-même ah je suis désolée, ça doit vous faire penser à ce film d'horreur machin. Et en fait elle cite pas le film, mais on comprend qu'elle parle de Get Out. Et du coup j'ai dit c'est marrant parce que vraiment ça me faisait trop penser à ça parce qu'on est vraiment un peu dans la même configuration et tout. Et je me dis est-ce que ça va partir dans le même délire. Je me suis posé la question. Alors non, pas tout à fait quand même, mais c'est vrai que ça y fait penser. Voilà, ça fait. Il y a un côté un peu Rebecca aussi. Il y a un côté. Vous voyez tous ces romans où le Tour d'écrou aussi, où on arrive comme ça, où il y a une protagoniste qui arrive vraiment dans un environnement très malaisant comme ça, mais très 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 traditionnel et tout. Vraiment, il y a beaucoup de codes comme ça. J'adore ça. Moi, j'adore ce genre de thématique. Et puis, bien évidemment. Ah, moi, ce qui m'a surtout plu, parce que si ça s'était arrêté là, s'il y avait eu une explication, genre, bon, c'est des, je sais pas moi, c'est des tueurs en série ou j'en sais rien. Non, vous savez que c'est pas ça. J'ai spoilé un petit peu. Bon, ça aurait été bien, mais voilà, ça aurait pas révolutionné le truc. Mais évidemment, ça va beaucoup plus loin que ça, c'est beaucoup plus profond que ça, on va dire. Hein. Voilà, il y a une explication. Ah, franchement, mais
J'avoue que le final, j'ai trouvé ça génial. Et alors, désolée, c'est vrai que je rejoins Sèvres là-dessus. Je pense que les gens qui trouvent que c'est pas féministe, ils ont pas compris la fin du livre. Pardon, c'est horrible à dire, je sais, ça fait un peu élitiste, c'est un peu genre, moi je comprends et pas vous. Mais après, moi, il y a plein de livres que je comprends pas. Attention, je dis pas ça. Je dis pas que les gens sont cons, pas du tout. Mais je pense que clairement, les gens n'ont pas saisi l'aspect féministe. Si les gens n'ont pas saisi l'aspect féministe, là, c'est que ben, ils sont passés à côté du message du livre, en fait. Enfin, clairement, parce que vraiment, le message pour moi... Salut, Little Scorpion. T'arrives sur la fin, mais bon. Clairement, pour moi, le message féministe est absolument clair et assez original, pour le coup. Et alors, clair mais subtil à la fois. Et c'est vrai que, encore une fois, je vais revenir sur les propos d'Elsa. C'est dommage qu'elle soit pas là, qu'elle n'était pas là chez Sèvres aussi. Mais Elsa qui me disait par rapport au livre Les voleurs d'innocence, qui me disait ah mais ça prend trop les gros sabots en fait, c'est bon, on a compris le message, la métaphore et tout ça, c'est pas la peine voilà d'enfoncer des portes ouvertes comme ça. Et je lui disais oui d'accord, effectivement oui ça prend des gros sabots, mais en même temps, est-ce qu'il faut pas ça justement pour faire passer un message féministe? Elle me dit ah bah non, parce que bon, je pense que de toute façon, si on n'est pas féministe, on va pas lire ce livre, etc. Ok. Sauf que là, qu'est-ce que je constate? Ce livre qui a été lu par des gens féministes et par des gens pas féministes, dans les deux cas, c'était trop subtil, visiblement. Donc, des fois, oui, peut-être qu'il faut prendre des gros sabots. Peut-être. Voilà, moi, c'est la conclusion que je me fais. Ouais, je sais, Little Scott. Enfin, je sais pas que toi, tu l'as détesté, mais je sais qu'il est très détesté. Moi, non. Moi, c'est un énorme coup de cœur pour moi. Euh, c'est ce que j'étais en train d'expliquer. Et du coup, ben voilà, du coup, comme quoi, être subtil, ben finalement, c'est pas si. Ça marche pas tant que ça, au final, puisque les gens sont complètement passés à côté du message féministe du livre. Mais bon, bah voilà, c'est comme ça. Hein. Maintenant, ouais, mais c'est pas un livre sur le racisme en fait. Alors, c'est vrai que sur cet aspect-là, c'est intéressant que tu en parles parce que j'allais oublier de parler aussi de l'aspect lutte des classes et tout. Encore une fois, parce que j'ai oublié d'en parler chez Sèvres aussi. C'est pas un livre sur le racisme. C'est pas un livre sur le racisme, même si oui, et en fait, je pense que si elle a fait une protagoniste racisée, c'était pour rajouter un peu du truc par-dessus. Mais c'est pas pour parler de ça. C'est vraiment plus. Je peux pas dire la thématique parce que sinon ça spoilerait en vrai. Mais ouais, mais c'est. Je sais pas si c'est vendu comme un Get Out. En fait, ça ressemble beaucoup à Get Out dans les codes. Mais c'est pas une histoire c'est pas la même histoire que Get Out et c'est pas du tout un truc sur le racisme. Mais voilà, mais du coup je comprends maintenant pourquoi les gens sont passés à côté du truc. Je pense que elle aurait pu en fait l'autrice aurait dû s'abstenir finalement de mettre un personnage racisé parce que le message aurait été littéralement le même si la protagoniste n'avait pas été racisée au final. Euh, le message, il est sur les femmes, il n'est pas sur les personnes racisées, en fait. Donc oui, là-dessus, c'était pas la peine. Je suis d'accord avec toi, c'était pas la peine. Mais je pense qu'elle a voulu rajouter un peu. Et puis surtout, si elle a fait ça aussi, c'était par rapport à l'histoire qu'on a en parallèle. S'il y a une parallèle, je peux pas en dire trop pour pas spoiler. Mais du coup, voilà, pour plus nous mener en bateau, en fait. Je pense par rapport à ça. Mais voilà, je pense que le message final qu'elle a voulu donner, c'était vraiment plus un message féministe. Donc à la limite, ça me gêne pas. Et puis il y a le gros du gros aussi, en dehors du féminisme, c'est aussi l'histoire de lutte des classes. L'histoire du fait que la protagoniste est issue d'un milieu plutôt défavorisé et qu'elle arrive dans ce milieu très aristo. Et donc il y a le voilà, il y a ce fossé en fait, hein, et
qui va être difficilement franchi au final, mais ça c'est intéressant parce que du coup ça ajoute à ce côté... Ah, ça m'énerve parce que je veux pas spoiler en disant ça, je veux pas dire les termes, je veux pas dire les termes, mais bon, ça ajoute au propos de l'autrice, en fait, en gros, voilà, parce que évidemment, en fait elle a voulu un peu tout mettre, ce que je peux comprendre aussi, mais voilà, derrière, quand on parle de féminisme intersectionnel, on englobe évidemment la lutte contre le racisme, on englobe la lutte des classes, on englobe la lutte contre les violences LGBT-phobes, etc. Donc, quelque part, je comprends, en fait, pourquoi elle a mis ça aussi pour ajouter au truc. Donc, ça me gêne pas. Mais, ouais, c'est clair. Ah, moi, alors, voilà. Alors, ça, je sais que c'est un point. Ça, je sais que c'est un point que les gens n'ont pas aimé. Que genre, c'était trop long, tout ça, tout ça. Moi, j'ai adoré ça. Moi, j'ai adoré, mais moi, je suis, voilà, moi, je suis particulière pour ça. J'aime les livres qui prennent leur temps. Et j'aime les livres d'atmosphère, en fait. Pour moi, c'est clairement un livre d'ambiance. C'est clairement un livre d'atmosphère. Outre le message. Alors, le message, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Déjà, j'aurais aimé, alors ça aurait pas été un coup de cœur, mais déjà, j'aurais adoré le livre, comme je disais avant que tu arrives, si ça avait, je sais pas, si on avait découvert que en fait, elle était chez des tueurs en série, j'aurais aimé, parce que c'était, voilà, il y avait un aspect horrifique et tout ça, bon. Mais là, en plus, il y avait ce truc de la fin, qui est génial. Mais déjà, de base, moi, j'adore ce genre d'atmosphère, j'adore ce genre d'atmosphère à la Rebecca, le tour d'écrou, voilà, ce truc très gothique horrifique. Moi, je suis fan, j'adore ça. Et le fait que ça prenne son temps, justement, que ce soit vraiment du slow burn, c'est petit à petit, voilà, petit à petit, il y a des détails à chaque fois, et toi, t'es là, putain, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Et moi, j'adore ça, vraiment, je suis absolument fan. Donc voilà pourquoi j'ai absolument adoré ce livre. Mais je sais que je sais que c'est une unpopular opinion. Je sais que la plupart des gens l'ont pas aimé. Franchement, on est très peu à l'avoir aimé. On est vraiment très peu à l'avoir aimé. Mais c'est pas grave. Ça n'empêche pas que voilà. Moi j'ai adoré. Et voilà. Et du coup, bah, c'était la conclusion de ce bilan lecture. Au final, tout le monde est parti, mais c'est pas grave. Ah oui, le tour d'écrou, c'est vachement bien, ouais. Là, c'est marrant. Mais moi, j'adore ce genre d'atmosphère comme ça. Voilà. Après, ben oui, là, c'est un peu plus moderne, c'est un peu différent, mais je trouve qu'on est un peu quand même dans ce genre d'ambiance gothique. Là, je suis très, très, très fan. Mais non, on est là. Donc voilà pour ce bilan lecture. Du coup, je vais arrêter l'enregistrement pour YouTube parce que là, comment dire que l'enregistrement, la vidéo va durer 2 heures. Bon, il y a de quoi faire, hein. Et du coup, prochaine vidéo sur YouTube. Alors, figurez-vous, bon, pour l'instant, je ne sais pas quelle va être la prochaine vidéo parce que j'ai pas encore fait mon planning de décembre. Mais figurez-vous que j'ai récupéré des replays de live que je vais poster sur YouTube. Il faut juste que je fasse un petit montage. Donc comme ça, si jamais j'ai pas de vidéo à vous mettre, je vous mettrai ça. Donc vous aurez la surprise. Voilà. Vous aurez la surprise de la prochaine vidéo. Et sur ce, j'ai pas dit ma lecture en cours. Lecture en cours, j'ai pas de lecture en cours. Je suis en train de me dire si. Ah oui, mais j'aime pas. J'ai commencé hier en Read With Me, Tout est vrai de Ligia Day Peñaflor, qui est un thriller young adulte, mais que j'aime pas trop. Donc voilà, mais je vais continuer parce qu'il est facile à lire. Donc je suis presque à la moitié, je vais le terminer. Hein. Voilà, je pourrais faire une critique comme ça. Mais voilà, et sinon, ouais, après, je viens de finir mon livre audio, je viens de finir mon livre sur liseuse. Je pense que je vais attaquer un autre thriller pour le Black November, donc le petit Samantha Donning, là, méfiez-vous du chien qui dort. Et puis en audio, par contre, je vais attaquer mes lectures de décembre. Je pense que je vais commencer la bibliothèque de minuit. Voilà pour les lectures en cours. Les filles, merci. Je vous fais des bisous YouTube et je vous dis donc à une prochaine. Miaou.